la Bibliothèque nationale de France. Le cycle Les Visiteurs du Soir invite des universitaires ou professionnels du livre à présenter leurs recherches sur la littérature de jeunesse et la lecture. Cette conférence propose une plongée dans les pratiques réelles et diverses de la jeunesse. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, c'est parti. En fait, je vais juste vous donner 2-3 éléments quand même de contexte et de droit, si je me permets, parce que justement, vous allez entendre et voir des propos d'enfants et d'adolescents, donc de mineurs, qui ont donné leur consentement pour, bien sûr, pour que leur voix soit diffusée aussi en audio pour certains d'entre eux. Pendant cette conférence, mais je vous demande évidemment de ne pas diffuser, de ne pas rediffuser en ligne tout ce que vous verrez ou entendrez ici. Vous avez le droit de prendre des photos, des diapos si vous voulez, c'est pas un problème, mais je vous demande de ne pas le diffuser en ligne sans leur autorisation, que je n'ai donc pas. Voilà. Je suis désolée de commencer comme ça, mais en fait, je me rends compte que circulent régulièrement les fichiers audio et qu'on a vraiment un problème de droit, en fait, et pour moi, de confiance, et de rupture de confiance avec mes propres enquêtés et leurs parents. Et donc voilà, je me permets de le dire, et à l'heure où on se plaint que les jeunes font n'importe quoi sur Internet, je trouve que ça serait pas mal qu'en tant qu'adulte, ça me fait attention de temps en temps. Voilà, donc je vous présente ça en plaisantant, mais vraiment, je trouve pas ça, c'est un sujet sérieux pour le coup. Donc voilà, donc ça c'était juste la première chose que je voulais vous dire. La seconde, c'est vous dire que je suis ravie de vous voir, de rencontrer certaines et certains pour de vrai enfin, parce que voilà. Et puis pour tous les autres, ravie que ce sujet puisse vous intéresser, en espérant qu'évidemment par la suite ça continue de vous intéresser. Alors n'hésitez pas, même si je sais qu'il va y avoir un temps évidemment d'échange après, n'hésitez pas malgré tout à couper, à intervenir à chaud. Enfin voilà, moi ça me perturbe pas. Et puis surtout, peut-être parfois je vais penser que ce que je dis est connu et peut-être que ça ne l'est pas. Enfin voilà, le but c'est que personne perde le fil, donc n'hésitez pas. Voilà, aucun problème pour cela. Et bien c'est parti. Plongeons définitivement dans les pratiques informationnelles des enfants et des adolescents. Alors, ces pratiques, je vais vous les présenter avec un grand sourire, mais avant tout non, parce que finalement, quand on parle de comment les enfants et les adolescents s'informent, et d'ailleurs quand on se demande s'ils s'informent ou non, en fait on a plutôt tendance à avoir des discours inverses, c'est-à-dire tout un discours qui nous parle de dégringolade de l'intérêt des jeunes pour l'actualité. On nous dit qu'on est face à une génération qui est en train d'être dévastée par les réseaux sociaux et le smartphone. On nous parle de génération TikTok qui est consternante. L'IFOP publie un sondage en appelant cette génération la génération Tok-Tok. Un monsieur qui est spécialiste de la conscience de la motricité cérébrale chez l'adulte. Je le refais juste. Donc il est spécialiste de la conscience de la motricité cérébrale chez l'adulte. Se pique de faire de la sociologie, des sciences de l'infocom et de la psychologie du développement en même temps et de parler d'un public qu'il ne connaît pas, conscience de la motricité cérébrale chez l'adulte, et nous parle de crétins digitaux. Plus récemment, ce monsieur, maintenant, se pique de faire de la sociologie de la lecture et de la culture, ce qui ravit nos collègues aussi d'ailleurs dans ce domaine. Donc voilà, on est dans ce contexte-là, et puis évidemment, on est aussi dans un contexte qu'on va souvent appeler de panique morale. On pourra revenir sur cette expression et sur ça, parce que on est au-delà d'une panique morale, me semble-t-il. On est aussi sur quelque chose qui relève tout simplement du mépris, avec notamment, par exemple, la Fédération française de karaté qui fait une campagne de recrutement, on va dire. Voilà. Donc, ne les laissez pas devenir cela, donc ça, si vous voulez. Il y a un petit côté Stephen King derrière, mais opposant donc le karaté et le jeu vidéo, faisant penser d'ailleurs que les enfants ne peuvent pas faire les deux. Voilà. Et puis, je passe, mais on va y revenir, sur la culpabilité que ça entretient à l'encontre d'un parent qui laisserait son enfant faire des jeux vidéo plutôt que de payer un abonnement au club de karaté, car il faut payer en général aussi pour faire du karaté. C'est dans ce contexte-là que se situe le discours que je vais vous tenir, et que se situent aussi toutes les représentations qu'on développe nous-mêmes sur les enfants et les adolescents.
Et donc, je vous propose on respire et on va juste faire de la recherche, de la vraie. C'est-à-dire qu'on va aller voir ce qui se passe à plusieurs, parce que la recherche, c'est un travail partagé aussi, hein, avec d'autres personnes, avec des collègues, dans d'autres disciplines. Et puis aussi, c'est un travail qui nécessite qu'on s'intéresse peut-être avant tout à eux, ces enfants et ces adolescents, et qu'on leur donne la parole. C'est une cascade de mépris face à laquelle ils sont et qui n'est pas sans conséquence. Je vous laisse voir ce que Célia, qui a 11 ans, nous dit. Moi, je trouve très violent son propos. Les adultes, ils ne nous aiment pas. Comment vit-on ensemble? Comment faisons-nous société? Alors que des enfants sont convaincus que les adultes ne les aiment pas. On est sur un affect qui est très fort, et vous verrez qu'ils sont assez bruts de décoffrage dans leurs propos, vous verrez, voilà, ils s'expriment, mais vous verrez que ce propos-là, il traverse vraiment l'ensemble des discours autour des générations, et c'est quelque chose qui doit aujourd'hui, je pense, nous préoccuper particulièrement. Le discours des adultes, justement, il revient tout le temps, et à chaque fois qu'on parle aux enfants et aux adolescents de ce qu'ils font, que ce soit en ligne ou hors ligne, en fait, de ce qu'ils font, voire de ce qu'ils sont, immédiatement, ils nous rapatrient le discours des adultes. Je vous laisse apprécier la réponse à la question. Alors, écoutez bien la question, évidemment, que je lui pose. D'Estrelia, elle a 17 ans, elle est en terminale. Vous avez le sentiment, chacun, de vous informer bien? Non. Pourquoi? Pas forcément, parce que par rapport aux adultes, nous, on va utiliser les réseaux sociaux et eux, ça va les déranger. Ils vont dire que c'est n'importe quoi, que c'est des bêtises. Faut pas écouter tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, mais la plupart du temps, c'est des vraies informations qui sont reportées au journal TV le soir, en fait. Je lui demande si elle s'informe bien. Elle me parle des adultes. Et elle balance immédiatement qu'on va dire qu'elle fait n'importe quoi. On reviendra sur ce propos-là, mais c'est intéressant de voir que, alors qu'on lui demande de parler d'elle, qu'on leur demande de parler d'eux, il renvoie à ce que l'on dit de eux, ou ce qu'ils projettent que l'on dit de eux. On y reviendra. Alors, en tout cas, face à ça, moi, je crois qu'on peut être assez d'accord avec Morgane, qui me disait, il y a quelques années, il me disait, voilà, il y en a marre, en fait, on n'arrête pas de nous dire de pas faire ci, de pas faire ça, Et donc, il disait, vos adultes, à eux de s'y coller. Et donc, il me disait, dans votre travail, dites-le, on a besoin de vous. Et vous, c'était les adultes, les profs et tout ça. Il disait, on a besoin de vous, quoi. Et donc, c'est avec cette confiance-là aussi qu'ils ont finalement, eux, malgré tout, d'ailleurs, dans les adultes, qu'on est conduit aussi à faire des recherches et des enquêtes de terrain. Et qu'ils nous permettent aussi d'accéder à leurs propres pratiques. Alors là, évidemment, ma présentation est illisible, je ne fais pas un test de vue, même si, pour ceux du fond, ça y ressemble. C'est juste que je cite mes sources et que je suis pas spécialiste de la conscience de la motricité cérébrale chez l'adulte. Je ne vous en parlerai donc pas. Par contre, je ne pense pas être spécialiste de quelque chose. Tout ce que je sais, c'est que les enfants et les adolescents dont je vais vous parler, je les vois, je les rencontre avec leurs enseignants, avec leurs parents, dans les familles, en dehors, dans les médiathèques de quartier, dans les centres d'animation jeunesse, les MJC, en fonction de la région où on se trouve, et que ça se passe souvent sur du temps long, c'est-à-dire à chaque fois au moins une année scolaire pour tous et toutes, à chaque fois. Souvent dans les classes, tout simplement parce que la classe est un lieu de mixité sociale, mais aussi parce que je m'intéresse à l'éducation, aux médias et à l'information, et au numérique, et que c'est par la classe que j'entre. Accessoirement aussi, peut-être, faut-il que je confesse que j'ai moi-même été enseignante dans le secondaire, et je pense que on a une phrase dans mon métier, puisque j'étais professeur documentaliste, qui est « prof doc un jour, prof doc toujours ». J'y crois profondément. Donc voilà, je continue aussi de labourer le chemin de l'éducation en tant que chercheuse. C'est important de vous signaler tout ça pour que vous ayez quand même le panorama de d'où viennent du coup les verbatims que vous allez voir et entendre. Je m'appuierai en grande partie aussi sur ces terrains-là. Et puis, il y a une petite recherche supplémentaire, qu'est-ce que j'appelle la recherche bonbon. Alors là, pour le test de vue, c'est un niveau supérieur. Voilà. Mais c'est ce que j'appelle la recherche bonbon, c'est-à-dire que, en fait, c'est 12 jeunes
ils étaient jeunes en ce temps-là, nés en 95-96 et que je suis en fait en enquête depuis 2012. Donc ça commence à faire longtemps, de fait. Et là, ce qui m'intéresse, c'est une recherche un peu à part, du coup, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils évoluent au fil du temps et comment leur rapport à l'information, aux médias, au numérique évolue en fonction de leur projet de vie, de leurs projets académiques, sociaux, des ruptures biographiques qu'ils peuvent connaître et puis aussi de l'évolution des dispositifs. Ces jeunes-là, entre guillemets, sont ceux que on appelait les digital natives, donc ceux qui, soi-disant, étaient nés avec Internet, et comme ils étaient nés avec Internet, soit savaient tout faire, soit, de toute façon, étaient voués à la crétinerie universelle. Donc voilà. Et vous allez les voir et les entendre, ma foi, je pense que ça va. Mais on va y revenir. Donc voilà, je vous ai posé le contexte pour que vous ayez les sources. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans... Ils s'informent. Oui ou non? Alors évidemment, vous aurez compris que de toute façon, si je fais une conférence qui s'appelle « Dans les pratiques informationnelles », c'est qu'il y a des pratiques informationnelles. Le problème qui se pose, en fait, c'est quoi s'informer, finalement? Et c'est quoi s'informer quand on a aussi 8 ans, 12 ans, 17 ans? Très probablement... Quelle surprise, c'est pas la même chose que quand on a 25 ans, 35 ans, 50 ans, 70 ans. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille un peu plus loin, parce que quand on dit, quand on demande aux gens s'ils s'informent, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a une très grosse confusion entre déjà le fait d'accéder à quelque chose et le fait de se l'approprier. On fait une grosse confusion aujourd'hui entre les données accessibles en ligne, l'information qui est la donnée que je suis capable de reconnaître comme une information. En clair, on est tout le temps en train de vous dire tout est à disposition aujourd'hui, de toute façon, en gros, ils ont besoin de personne, blablabla. Sauf qu'en fait, non, ce qui est à disposition, ce sont des données, et des trucs écrits, ou des images, peu importe. Sauf que pour que ça devienne une information, il faut que vous lui donniez du sens à cette donnée. Autrement dit, vous pouvez être face à un super article sur le carbone 14. Si vous avez 9 ans, ça restera une donnée. Vous n'en ferez pas une information. C'est pas uniquement en termes de compréhension, il y a aussi une question de sens, dans le sens, dans l'idée du sens social. Si je vous dis B14, ça veut rien dire. Mais si vous êtes étudiant à l'université de Lorraine et que je vous ai en cours et que je vous dis demain on se voit en B14, la donnée devient une information. Ça va jusque là. Après, cette information, ça veut pas dire qu'elle est retenue, qu'elle est appropriée. Ça, c'est le passage de l'information à la connaissance, au savoir. Si je vous dis B14, c'est une information, elle va rester information. Vous allez l'utiliser là, maintenant, tout de suite, pouf, pour en faire quelque chose. Dans 2 jours, vous avez oublié, et c'est normal. D'accord ? Par contre, l'information, quand elle devient connaissance, ça veut dire que dans votre cerveau, pour le coup, littéralement, dans votre système cognitif, cette information, elle est venue s'ajouter à d'autres informations que vous aviez déjà. Alors, l'exemple que je donne souvent, c'est ma nomination en Lorraine. Quand j'ai été nommée en Lorraine, quand je suis arrivée en Lorraine, je viens du nord de France, donc des Hauts-de-France, et quand je suis arrivée, quand j'ai été nommée en Lorraine, je dis à ma sœur, ouais, j'ai le concours, j'ai un poste et tout, voilà. Je vais à Nancy. Réaction de ma sœur, oh, tu vas avoir froid. Pourquoi? Alors, préjugés, tout ça, bon, ça on connaît par cœur, surtout pour quelqu'un qui vient du Nord, je vous rassure. Mais surtout, en fait, ma sœur me dit ça parce que cette information-là vient résonner avec son système de connaissances, qui est que elle connaît en fait les différents climats et qu'elle sait que oui, en fait, et je confirme par l'expérience, il fait plus froid ou plus chaud en Lorraine que dans le Nord-Pas-de-Calais. Malgré le dérèglement climatique, pour le moment, on a quand même toujours ça. Voilà. Donc c'est important à avoir en tête parce que cette distinction-là, on ne la fait pas assez et que finalement, aujourd'hui, on a une très grosse confusion avec cette idée de dire tout est là, c'est accessible, voilà, il n'y a plus qu'à se servir. Ben non, en fait. Et là, c'est rassurant pour tous les médiateurs éventuels dans la salle. Les médiateurs pouvant être des professionnels ou des amateurs. Quand on est un parent, on est aussi un médiateur. Quand on est un grand-parent, un cousin ou une sœur aussi. Alors ensuite, cette information,
là, qui peut devenir éventuellement connaissance, elle se décline en fait avec selon 3 types d'informations différentes. Si je vous demande, si vous vous informez, en fait, à quoi vous pensez spontanément? Là, c'est une question que je vous pose. C'est juste pour m'assurer que... La radio. La source. Source d'information. Source d'information. La presse. Radio. La radio, d'accord. Alors, si je vous demande sur quoi vous vous informez, quel sujet? Alors, j'ose pas prendre quelqu'un au hasard. D'habitude, enfin, des fois je fais ça, mais je voudrais coincer personne. Je voudrais pas vous mettre mal à l'aise, donc j'ose pas. L'actualité. L'actualité. Ah bah oui, l'actualité. Eh bah ouais. Ah là là, Tintin a fait des ravages, hein. Quand on pense, est-ce que tu t'informes? Eh ben en fait, on pense tous avant tout à l'actualité. Et je suis persuadée que vous pensez évidemment à l'actualité politique, géopolitique, la bonne, la vraie, quoi. Pas au concert de Taylor Swift ou au résultat du Racing Club de Lens. Vous avez tort, c'est de la presse d'actu, enfin c'est de l'actualité. Mais en fait, on pense essentiellement, quand on dit est-ce qu'on s'informe, immédiatement l'actualité, et immédiatement, on est quand même, alors c'est aussi lié à votre âge, mais vous allez voir pas que, enfin vous vexez pas, hein, je veux dire, vous n'êtes pas des enfants, voilà, c'est ce que je veux dire, mais pas que, vous allez voir, en fait, s'informer, c'est s'informer sur l'actualité, avec un très grand A. Un peu comme la culture à l'actualité, hein. Il y a une très grande actualité et une petite actualité. Mais en fait, il y a un autre type d'information et en fait que vous pratiquez très souvent, c'est ce qu'on appelle l'information documentaire. Et ouais, c'est Wikipédia, Google, tout ça, ça nous sert à ça en général. L'information documentaire, dans les Schtroumpfs, c'est le livre qui dit tout. Eh bien, vous avez une passion, je sais pas moi, pour le jardinage, ou vous aimez faire de la botanique, ou vous aimez vous informer sur les châteaux forts, les guerres mondiales, et ben ça c'est de l'information documentaire. C'est de l'information qu'on va aussi parfois appeler, en tout cas cette information-là en fait partie, l'information scientifique et technique. L'information sur la santé, la sexualité relève de cette information-là. Et cette information-là, en fait, c'est pas celle qui vient en premier quand on demande si on s'informe. Et pourtant, évidemment, vous allez voir qu'elle a une grande place. Et puis, il y a un troisième type d'information. Alors, elle, évidemment, encore moins bien vue que la précédente. Pourtant, bien importante. L'information de service. La météo. Vous avez pensé à quoi? Où est la poste? Où est la poste? Voilà. Où est la poste? Où est mon hôtel? Où est le hall de la BNF? Comment je remplis un dossier administratif? Comment je trouve le dossier pour faire ma bourse étudiante? Mon logement de Crous? L'information de service. C'est l'information, en fait, quotidienne, du quotidien pour le quotidien. Et c'est aussi des pratiques d'information, et c'est aussi des compétences. Et en fait, c'est aussi de la culture. De savoir qu'on peut aller à tel endroit, obtenir tel dossier, faire telle ou telle chose. Donc, 3 types d'informations. Et ce que je vous demande, je vous sens très attentif et vigilant. Donc, ce que je vous demande, eh ben, c'est justement de bien penser à ces 3 types d'informations tout au long de cet échange. Parce que vous allez voir, du coup, qu'évidemment, ça va nous obliger à changer un peu nos grilles de lecture habituelles. Alors, si je vous ai aussi posé cette question-là, c'est parce que chez les enfants et les adolescents qu'on interroge, quand on leur demande est-ce que tu t'informes, grande question posée par plein d'enquêtes qui permettent de dire la dégringolade des jeunes pour l'actualité. Ouais, quand vous leur demandez s'ils s'informent, la réponse qui vient le plus souvent dans la bouche des enfants et des ados, c'est pas sérieux. Éventuellement, je m'informe, mais ce que je fais, c'est pas sérieux. C'est l'expression qui revient le plus en termes de réponse. Alors pourquoi c'est pas sérieux? Hayden, 7 ans, il sait pas trop si ça compte ce qu'il fait parce que lui, il va sur YouTube, il regarde des vidéos de dessin et après, ça l'inspire pour faire du dessin. C'est des pratiques info-documentaires en fait. Il sait pas si ça compte dans la réponse. Brandon, il s'informe. Alors Brandon, il est incollable. C'est un truc de dingue. Il est incollable sur tous les championnats, les résultats de foot, mais en Europe, c'est incroyable. Il sait vous donner qui a gagné la Ligue des Champions, mais depuis, c'est incroyable. Le gamin, il est... en fait, oui, il s'informe, mais sur des trucs qui servent pas.
pas à l'école, rajoute-t-il. Il a 17 ans, donc il a bien intégré ce qui était vraiment important. Le grand A, le grand C, tout ça. Lui, il a bien intégré tout ça. Et puis Clémence, elle le dit, pour les parents, c'est futile ce qu'on fait, ce qu'on regarde. Donc quand je lui demande si elle s'informe, ce qu'elle me répond tout de suite, c'est ça, sauf que c'était pas ma question. Et surtout, encore une fois, on revient à la futilité ressentie. Donc un sentiment très puissant d'illégitimité informationnelle qui se fait qui se développe au prisme du regard des adultes. Vous l'aurez compris. Pas uniquement, mais aussi. Après, on a un sentiment puissant d'illégitimité informationnelle parce que le support va parfois délégitimer la pratique. Estrelia, par exemple, elle dit, je pense pas que je peux te dire que je lis la presse parce que c'est numérique. J'achète pas le journal papier, c'est un truc de vieux pour moi. Je lis ça sur mon smartphone, je lis des articles avec mon téléphone, mais c'est de la presse numérique. Et là, à la chercheuse, elle dit, mais ça compte pas, si? Je suis là, si, je vois pas le problème, en fait, mais voilà. Donc, cette façon d'intégrer, que tant que c'est pas imprimé, ce n'est pas sérieux, ça, pour le coup, ça reste très, très fort dans leur esprit. Et c'est ce qui fait aussi que quand des enquêtes, le baromètre de confiance de la Croix, l'IFOP, on va tacler une autre enquête après tout à l'heure, avec plaisir. Quand ces enquêtes-là demandent aux jeunes, est-ce que tu t'informes? Donc non, puisqu'ils s'informent pas sur le conflit israélo-palestinien à 12 ans. Et puis quand on leur demande, est-ce que tu lis la presse? Ils répondent non, puisqu'ils lisent pas le truc de vieux. Ils lisent le journal en ligne. Et donc pour eux, c'est pas la presse. Alors, on va y revenir sur cette histoire, évidemment, de lecture de presse. Et puis, des fois, le dispositif lui-même, technique, il invisibilise le format culturel de référence. Exemple ici, avec là ce que vous avez là. Oui, je réalise qu'il faut pas que j'aille plus loin que là à cause de l'audio. Donc là-bas, vous voyez, Rachid, en fait, il fait partie d'une classe de première avec laquelle cette année-là, on travaille justement sur la presse avec le professeur documentaliste et un professeur de sciences économiques et sociales, et on travaille sur les modèles économiques de la presse. Et en fait, dans la classe, grâce à l'enquête longitudinale, donc avec ceux que je suis depuis 2012, je viens de découvrir Snapchat Discover. Parce que Julie, Anaïs et Clément m'ont parlé, tous les trois, un mois avant, de Snapchat Discover. Je me suis dit, tiens, faut que je fouille ça avec les lycéens. Donc aux lycéens, je leur demande qui a Snapchat. Bon, évidemment, ils lèvent tous la main, 100%, ils avaient Snapchat dans cette classe-là. Je leur demande, parmi vous, qui connaît Snapchat Discover? Les 2/3 connaissaient. Et je leur dis, qui l'a? Vraiment. Voilà. Et en fait, les 2/3 l'avaient. Dans cette classe des Hauts-de-France, milieu populaire, éducation prioritaire, etc., le professeur documentaliste et le professeur de sciences économiques et sociales découvrent que leurs élèves qui avaient répondu en septembre qu'ils lisaient pas la presse, il y en avait un seul qui avait dit qu'il lisait la presse, il lisait France Football. C'était le seul qui avait dit qu'il lisait la presse, les autres pas du tout. Et en fait, dans cette classe-là, 2/3 des élèves d'une première économique et sociale lisaient la presse par Snapchat Discover. Mais pour eux, c'était pas lire la presse, parce que ça se présente pas comme un article de journal avec des colonnes. C'est adapté version stories sur Snapchat. Donc vous voyez, ça explique aussi, là encore, un sentiment d'illégitimité, puisque ils n'ont pas conscience, forcément, de la pratique qu'ils développent. Vous voyez, il y a plein d'enjeux éducatifs derrière, du coup. Alors, deuxième chose sur laquelle je voudrais insister avant d'entrer dans le détail de leur pratique, puisque ça va être évidemment aussi le but, c'est quand même d'insister sur le fait que ils ne cessent de parler du plaisir de s'informer. Ce qui est quand même assez surprenant par rapport à ce qu'on entend. Alors évidemment, ils disent pas qu'ils ont plaisir à s'informer sur la guerre, en fait. Mais quand on demande comment ils s'informent, sur quoi ils s'informent, et que en confiance, au bout d'un certain temps, ils disent des choses, voilà. Et ben en fait, ils parlent de l'intérêt qu'ils trouvent à s'informer pour partager entre eux déjà. Iléna, là, elle est en santé sociale cette année, en terminale, et elle dit, on parle de trucs qu'on a vus sur les réseaux. On a vu quoi? Des trucs, pardon, il manque un S. On se montre les vidéos, on discute de ça ensemble, et elle dit, c'est des moments sympas. Donc, entre eux, ils en parlent. Et Nora, 7 ans, elle adore avec sa sœur faire des petites recherches comme ça entre elles. Et donc, elles se demandent ce qu'elles ont envie de savoir. Et puis, hop, elles regardent ensemble avec sa sœur qui est plus grande. Sa sœur est en 4e.
on s'informe, il et elle s'informent aussi pour apprendre et pour se positionner. Vasco et Roman mettent le doigt sur des choses intéressantes. La première, c'est la prise de conscience de certains sujets, avec Roman, qui parle beaucoup des féminicides, de noustoutes.org, etc., et des comptes sur les violences sexistes et sexuelles en ligne. Et puis, Vasco, il nous parle de quelque chose d'intéressant, le fait de se positionner par rapport à sa mère, qui regarde la télévision, lui, pas trop, mais du coup, il aime bien confronter ses infos avec celles de sa mère, et c'est intéressant de voir ce qu'il dit, on n'est souvent pas d'accord, c'est ça qui est bien, on se parle. Voilà. Et enfin, ils mettent en place et ils décrivent des rituels informationnels quotidiens qui témoignent aussi d'un plaisir de s'informer, à l'instar de Guillaume, qui me raconte, il est dans sa chambre au moment il me raconte ça, et il me montre vraiment comment il s'installe, pour s'informer. Et il se fait ses petits moments culture, il appelle ça les moments culture générale sur YouTube. Il se fait ça tous les soirs. Je précise que les verbatims que vous avez sont représentatifs de la majorité. Si jamais il y en a qui sont plus exceptionnels, je vous le dirai. Parce que sinon, évidemment, c'est pas du jeu. Sinon, c'est trop facile, on prend ce qu'on veut, et puis voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est assez représentatif. Et puis certaines, comme Sacha, disent aussi que, elle a maintenu chez elle le rituel du 20h. Alors, elle l'aime pas du tout, elle aime pas spécialement regarder le 20h, mais c'est quand même important parce que ça permet d'être avec ses parents. Comme ses parents ne s'informent pas sur les mêmes médias qu'elle, c'est elle qui va sur les médias des parents, et la télévision est encore, contrairement à ce qu'on dit, extrêmement présente, et le journal télé de 20h extrêmement présent dans les pratiques informationnelles des adolescents. Notamment parce que c'est un moment d'échange avec les parents. C'est important. Et puis, dès l'enfance, il signale l'importance d'accéder à l'information pour prendre sa place dans le monde. Donc, Aiden, que vous avez vu tout à l'heure, Emeline, elle fait de la recherche sur la botanique, Louis, qui est ravi d'utiliser YouTube, dans une séance de collage. Il dit que, aller sur YouTube, c'est trop la classe, c'est trop bien. Donc là, c'est un exemple, en 2023, 13 élèves sur 16 en CE1 spontanément évoquent des pratiques informationnelles sur YouTube. Et puis, accéder à l'information pour prendre sa place dans le monde, c'est important aussi, parce qu'il y a un enjeu d'égalité sociale derrière. Rémi raconte que, depuis le Covid, dégradation de la situation économique à la maison, et il dit, on peut plus aller à Bollaert, donc le stade de football de la ville de Lens, dans le Pas-de-Calais, avec le chômage de mon papa, et je suis triste. Je regarde tous les commentaires sur les matchs, les joueurs, après on en parle avec mes frères et mon père, et j'aime trop. Ça, c'est son rituel tous les week-ends, puisqu'il peut plus aller au match. Et ce qu'il dit après, c'est que, ce qui est bien, c'est que comme ça, quand il va à l'école le lundi, mardi, c'est comme s'il était allé au match, parce qu'il connaît tous les faits de jeu, puisqu'il a pu faire ses petites recherches. Donc voilà. Alors, plus précisément, comment il s'informe ? Là, il faut quand même que je justifie mon statut. Je vais vous faire la différence entre ce que moi j'appelle l'environnement informationnel et l'écosystème informationnel. En fait, c'est important. C'est-à-dire que tous et tous, vous avez autour de vous des ressources matérielles, humaines, informationnelles à disposition. Vous savez que vous pouvez y accéder. Alors, ça peut être des titres de presse parce que économiquement, vous savez que vous pouvez y accéder, ou que vous êtes dans un CDI ou une médiathèque et que vous allez les chercher. Quand on est étudiant, ça peut être accéder à Kern, par exemple, à Percé ou à l'Universalis, parce que on a les bases de données en tant qu'étudiant et donc l'accès. Ça, c'est l'environnement informationnel dont on dispose autour de nous. Ça marche aussi donc avec des personnes référentes. Mais c'est pas parce que c'est autour de nous qu'on va forcément l'utiliser. L'écosystème informationnel, c'est ce que je vais mobiliser, ce que je vais avoir le réflexe de mobiliser dans différents types de situations au sein de cet environnement informationnel. Moi, j'ai plein d'étudiants, ils n'ont pas le réflexe d'aller sur Kern, par exemple. Ils vont sur Google comme tout le monde. Ils n'ont pas trop le réflexe d'aller sur Kern. Pourtant, ça fait partie de leur environnement informationnel. Ça ne veut pas dire qu'ils ont intégré Kern à leur écosystème informationnel personnel. Ça va ? C'est
Ce dont vous parlez, Oui, pardon, Kern. C'est une base de, oui, c'est une base de données qui permet d'accéder en fait à un certain nombre d'articles et d'ouvrages scientifiques. D'accord. Dans plein de C-A-I-R-N. C-A-I-R-N. Mais c'est payant, oui, d'accord. C'est payant, voilà, c'est payant. Alors c'est en ça que c'est important aussi, hein, c'est que l'environnement informationnel, c'est peut être quelque chose qui est payant, etc. Et donc ça veut dire que l'écosystème informationnel peut être réduit pour des raisons aussi économiques, tout simplement. Parce que et mon étudiant, par exemple, quand il quitte le M2, eh bien, il va plus avoir accès à ces bases de données-là puisqu'elles sont payantes, et donc son écosystème informationnel, sur ce plan-là, va se réduire. Pas forcément grave, hein, ça dépend de ses besoins, hein, on est tous d'accord, hein, je dis pas que, je suis pas sûre, il faut des étudiants en fond, je pense qu'ils se disent, non, vraiment, Kern, bon, on est désolé, mais ça ne manquera pas. N'empêche que, voilà, ça, en tout cas, ça peut être quelque chose qui fait que ça appauvrit ou un peu l'écosystème. Mais il prend après une carte à la Bibliothèque nationale. S'il le sait. Et s'il le sait, et puis il a accès à tout. C'était l'instant promo. Moi, je n'y travaille pas, mais je le promeux. Bah oui. Auprès des jeunes. Ouais, mais vous avez mis combien de personnes dans la poche pour essayer de... Bon, en tout cas, voilà. Alors, du coup, ce que je vous propose là, c'est d'entrer vraiment dans leurs écosystèmes informationnels personnels, c'est-à-dire au milieu de tout ce qui est disponible. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont utiliser. Alors, une première chose, vous le savez, on n'arrête pas de dire, ils s'informent avec les réseaux sociaux. Et là, en fait, on a un petit souci dans la définition et dans l'appréhension de cette question-là. La Fondation Jean Jaurès, en 2023, a publié une enquête coup de poing, comme elle dit, qui nous disait l'usage d'Internet pour s'informer est devenu la norme chez les jeunes. Puis alors des chiffres, on comprenait pas tout. Moi, je suis désolée, je lis pas les choses de la même manière. 70% des jeunes vont chercher l'information au moins une fois par mois sur les réseaux sociaux. Alors là, vraiment, je pense que c'est très mauvais comme enquête. C'est pas possible. C'est très très faible. 70% une fois par mois, c'est bon. Voilà, on comprend pas, au moins, oui c'est vrai, au moins, mais bon, 70%. Mais alors après, vous avez 70% des 15-25 ans, donc c'est plus les jeunes, s'informent, c'est pas pareil que vont chercher l'information, grâce aux réseaux sociaux. Ah, je suis désolée, mais là, on a un problème dans l'interprétation scientifique du propos. On a un autre problème. C'est quoi ces 3 petits points? L'usage d'Internet est devenu la norme. Hashtag soupir, hashtag pas bien. D'accord? Il y a ça derrière, en fait. Hein. Il y a quand même derrière, clairement, cette idée-là. Et ça aussi, c'est du mépris. Alors peut-être incorporé et inconscient, j'ose l'espérer, mais c'est du mépris. Et puis c'est un vrai problème parce que, voilà, ce qu'on entend très souvent dans les salles de classe, pas d'information qui vient des réseaux sociaux, on peut pas faire confiance. Alors, clarifions. Les réseaux sociaux numériques ne sont pas des sources. Ce sont des portes d'accès. C'est ce qu'on appelle un canal, en gros. Alors on pourrait complexifier, mais on va rester sur ça pour le moment. Ce ne sont pas des sources. Je peux parfaitement accéder, aux ressources de la BNF, au site aux infos de la BNF, accéder au Monde, accéder à la Voix du Nord, accéder à l'Est républicain, via les réseaux sociaux numériques. C'est un peu ballot de balancer, et il y a aussi beaucoup de journalistes d'ailleurs qui disent ça pendant les séances d'éducation aux médias, donc c'est assez drôle, ça c'est ballot, quand on est journaliste et qu'on se dit « Ah, la presse va mal », de dire aux gamins « Pas de réseaux sociaux, dommage, c'est votre public, il est là ». Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se trompe dans la manière dont on présente les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, on va y revenir, attention. Mais il faut bien nommer le problème, parce que le problème, il n'est pas exactement là, en fait. Puis deuxième chose, donc il faut plus dire ça, en fait. En gros, c'est ça l'idée. Deuxième chose, la Fondation Jean Jaurès nous dit que, à cause... Oui, je sais, c'est petit. La Fondation Jean Jaurès nous dit que le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est la bulle de filtre. Les réseaux sociaux nous enferment dans des informations qui nous intéressent, qui retiennent notre intérêt, qui font que du coup, on n'accède que à ce qui vient confirmer notre propre opinion. D'accord. Et en fait, ça, c'est la définition même du réseau social. Point. Au sens sociologique du terme, et non pas du réseau social numérique. En clair,
quand on interroge Lucie, 13 ans, je vous laisse juste deviner le métier de ses parents, ou au moins la classe sociale de ses parents. Quand j'étais petite, j'avais déjà des petits journaux pour moi à la maison. J'ai un abonnement Petit Libé. Avec mes parents, on écoute France Info. Alors, quel est le métier des parents de Lucie? Journaliste à Libération. Perdu. Pas journaliste à Libération, et donc s'il n'est pas journaliste, il est prof. Bah oui. Évidemment, vous avez là le verbatim d'un enfant d'enseignant. C'est une bulle, hein. Alors pareil, Victorien. Alors Victorien, ses parents sont pas profs. Vous allez voir pourquoi. En général, je regarde beaucoup le Figaro. On lit à la maison. J'aime beaucoup comment sont construits les articles. Les informations sont de bonne qualité. Alors je lui dis, ok. Et je lui dis, mais alors qu'est-ce qui te permet en fait de le dire? Voilà. C'était ça sa réponse. Blanc. Blanc total. Ça s'appelle une bulle de filtre. Et évidemment, Victorien, en fait, il dit ça parce que à la maison, on a ça, c'est un héritage. Et on réfléchit pas, on se demande pas, en fait. C'est juste que c'est sa bulle à lui. On est tous dans des bulles par nos réseaux sociaux. Tout court. Évidemment, les réseaux sociaux numériques, il y a autre chose, il y a les algorithmes, on y reviendra. Mais ça n'empêche, on est tous dans ça. Et on a tous plutôt tendance à aller chercher un truc qui nous plaît. Enfin, je crois. On n'aime pas trop se faire de mal en général. Hein. C'est d'ailleurs la difficulté. L'esprit humain, le coup cognitif, on a tendance plutôt à se dire « Oui, je vais peut-être pas aller regarder ça. De toute façon, je sais ce qu'ils vont dire, ça va pas me plaire, donc j'y vais pas. » Et bien en fait, on reproduit, et les réseaux sociaux numériques reproduisent cette tendance sociale, anthropologique, en fait, classique. Hein. Donc la bulle de filtre, elle est plus étendue qu'on ne le pense. Alors les réseaux sociaux, c'est aussi une cristallisation problématique parce qu'en fait, on assiste vraiment à ce qu'on appelle, ce que Yves Jeanneret, donc qui est un chercheur en infocom, appelait déjà dans les années 2000 un régime intermédiatique. En gros, ce qu'il disait, c'était que les médias, ils se remplacent pas les uns les autres, ils se chassent pas, mais qu'en fait, ils s'inter-enrichissent, ils se répondent. Et qu'en général, d'ailleurs, les médias, quand un nouveau média arrive, il va venir inspirer et s'inspirer de l'ancien. La télévision s'est inspirée de Twitter avec les hashtags, par exemple, qu'on vous proposez à la télévision maintenant, quand vous avez une émission, on vous met toujours le hashtag, machin, etc. Et les réseaux sociaux s'inspirent aussi. Regardez comme YouTube devient une télévision, avec d'ailleurs tout ce qui est problématique dedans, mais voilà. Donc il y a un inter-enrichissement, et quand on demande aux ados leurs moyens principaux d'information sur l'actualité, et là j'insiste sur l'actualité, eh bien en fait, en tête, on a la télévision, la télé, quel que soit le milieu social et quel que soit l'âge. Là on est avec des cinquièmes et avec des troisièmes et des premières. L'autre moyen qui arrive, ce sont les réseaux sociaux numériques et le bouche à oreille, la famille, les amis. Donc des moyens beaucoup plus diversifiés et surtout la nécessité d'avoir une complémentarité. La nécessité aussi d'aller voir au-delà de l'activité qui est visible. Nous, ce qu'on voit, c'est des gamins qui sont devant des smartphones, ou derrière, ça dépend où vous vous situez par rapport à eux, vous les voyez pas, et vous avez un truc là devant eux, voilà. Et donc on se dit, oui, ils jouent aux jeux vidéo, voilà, et on voit pas ce qui se passe. Et puis, en fait, c'est en ça que, normalement, l'enquête de terrain a du sens. On voit en fait des pratiques qui s'inscrivent dans des trajectoires qui peuvent paraître un peu tordues. Alors là, je vous prends un exemple qui est assez emblématique, celui de Morgane, qui un jour me parle du monde diplomatique. Donc on est en train de faire un entretien ensemble, il me montre le monde diplo. Je me dis, d'où tu connais le monde diplo, quoi? Parce que, alors c'est non pas parce que je le méprise, mais on se connaît depuis longtemps. Je trouve ça étrange. Voilà, vraiment. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que le monde diplomatique? Puis il me dit, mais Usul, journaliste d'extrême gauche, dont il sait parfaitement que Usul est d'extrême gauche, c'est pour ça qu'il le suit, il est pas bête, il a compris. Et il me dit, mais Usul, en fait, il cite ses sources. Il aime bien regarder Usul sur YouTube. Et Usul, il cite toujours ses sources. Et il cite beaucoup le monde diplomatique. Et donc Morgane, il est allé chercher ce que c'était que le monde diplomatique. Et il fait confiance parce qu'en plus, Usul le recommande. Donc, c'est comme ça qu'il connaît le monde diplomatique. Mais alors, d'où connaît-il Usul? De jeuxvideo.com. Parce qu'en fait, Morgane, c'est un joueur de jeux vidéo. Et que, quand il était donc joueur de jeux vidéo
intense, on va dire, parce qu'à 19 ans, il est un peu moins intensif, mais il a une pratique moins intensive. Et ben, en fait, Morgan, il a connu le moment où Usul était journaliste à jeuxvideo.com. Il adorait déjà Usul. Quand la communauté de jeuxvideo.com, où il y a eu un petit problème à l'interne, s'est un peu implosé même plutôt, eh bien, Morgan a suivi Usul sur YouTube pour continuer de le suivre. Et c'est ainsi que, grâce à Morgan d'ailleurs, on a eu l'idée d'un chapitre de livre dans Grandir informé, parce qu'il m'a dit de jeuxvideo.com au monde diplomatique, c'est pas mal. Je dis ouais, c'est pas mal. Et il m'a dit tu peux le prendre en titre. J'ai dit ok, je garde, c'est pas mal. Donc voilà, mais ça nous montre aussi la difficulté à accéder aux pratiques d'information en fait. Elles se nichent dans des petits espaces qu'on ne perçoit pas et auxquels on pense même pas nous-mêmes. Et puis il y a des dispositifs qui apparaissent vraiment comme des leviers pour cette activité. Clairement, YouTube, c'est le couteau suisse de la recherche d'infos. Il sert à tout. À l'information d'actualité, à l'information documentaire, à l'information de service. L'information de service étant là, j'ai crevé mon pneu BMX et je prends mon tuto. Hein. Et ça, c'est vraiment fondamental dans leur existence, YouTube. Clairement, ils le disent tous. Et Flavien insiste sur le fait qu'il doit beaucoup aux youtubeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit à la fois en termes de connaissances sur des sujets, mais aussi... En tout cas, moi, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Il disait, j'ai développé de la culture par rapport à l'information grâce aux youtubeurs parce que ils donnent les preuves des informations qu'ils avancent, etc. On va revenir évidemment sur ces youtubeurs après. Alors, dans cet écosystème, du coup, vous avez vu, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut penser au départ. Dans cet écosystème, donc très complexe, il y a une présence à laquelle on ne pense pas forcément, c'est celle du coup de la presse. Et de la presse donc écrite. Ils le disent, Marie, elle s'informe sur Le Monde parce que elle est abonnée sur Instagram. Et que Instagram sur Le Monde, ça lui plaît. Elle le suit donc tous les jours. En ce moment, enquête dans des classes en recherche-action, dans des classes de terminale. On est dans un lycée des Hauts-de-France, dans une des villes les plus pauvres de France d'ailleurs, même pas des Hauts-de-France, de France, tant qu'à faire. Et sur 52 élèves de terminale, 45 s'informent par la presse écrite en ligne tous les jours. C'est énorme. Je vous avoue que moi-même, j'ai eu un petit bug. C'est-à-dire que j'étais un peu soupçonneuse de ce résultat, mais je vous le confirme. Parce qu'en fait, pour le coup, c'est un travail sur le long terme et que du coup, on a accédé aussi à leur téléphone. Enfin voilà, ils ont montré plein de choses. Et effectivement, voilà, ils s'informent par la presse écrite. Alors attention, sur les 45, tous n'ont pas conscience de s'informer sur de la presse écrite. C'est une terminale générale ? Bonne question. Une classe de terminale générale qui a pris l'option sciences politiques en éducation prioritaire. Donc en éducation prioritaire, c'est quand même tous des enfants d'éducation prioritaire, et une classe de santé sociale, donc qui n'est pas une classe du coup volontairement. On a fait ça, une recherche-action sur la culture des sources avec 2 classes avec des projets du coup académiques et sociaux, professionnels extrêmement différents. Et ils viennent tous du même milieu social du coup. Juste sur la presse en ligne, il y a des questions d'accès payant. Donc en fait, ils regardent les portails en tant que tels, ou ils accèdent aux articles en entier, ou seulement au titre. Est-ce que ça, là-dessus, vous avez des infos ? Ouais, alors en fait, ça dépend de ce qu'ils utilisent. Quand ils passent par Google News, par exemple, ils utilisent beaucoup Google News. Là, évidemment, ils n'ont pas l'accès à la totalité des articles. Par contre, sur Insta, sur TikTok, Le Monde, Ouest France, etc., ils font des capsules qui sont accessibles. Et en fait, c'est celles-ci qu'ils vont voir. Et puis, j'allais spoiler. Je spoil pas pour après. Vous verrez, il y a quelqu'un d'autre qui leur permet justement d'aller voir. Et je vais pas plus loin. Donc voilà. Alors, il y a aussi une presse qui arrive en force dans ce qu'ils racontent. C'est la presse locale et régionale. Vous allez entendre Tom et Mathéo. C'est tout récent, ça date d'il y a 15 jours. Tom et Mathéo viennent de remplir d'ailleurs leur dossier sur Parcoursup. Et voilà, ils deviennent des adultes et vous allez voir, ils insistent sur ça. J'utilise justement plus l'avenir de l'Artois, la Voix du Nord, tout ça, sur téléphone. Donc je profite d'être dans le bus ou quoi, de regarder les dernières actualités. Souvent j'actualise Google et il y a plein de pages qui viennent. L'avenir de l'Artois, du coup tu l'as rajouté ? Tu l'as connu comment ?
En fait, c'est des journaux que je lis souvent chez ma grand-mère, mais comme je vais pas non plus tous les jours, je les ai pas forcément mis. Mais finalement, là, sur téléphone, je regarde souvent les actualités, c'est souvent pour ça. D'accord. Il y a un réflexe quand même que tu avais aussi, je crois, de regarder sur le téléphone, en fait, les actus. De toute façon, ça, je pense, en général, notre génération, je pense que la télé, on est beaucoup moins dessus. Ouais, vous vous éloignez de la télé. Et alors, je comprends l'histoire, enfin, le fait de dire, bah voilà, c'est pas aux horaires où je regarde, donc forcément, mais la télé, il y a du replay. Bah, vous n'avez pas le réflexe? On est plus connecté à notre téléphone et puis... Moi, je pense qu'on se dit juste que notre téléphone, on peut choisir ce qu'on regarde. Du coup, on peut être plus sélectif, alors que la télé, c'est pas... Même si en soi, il y a des horaires... On est habitué au choix des parents, justement, qui veulent regarder ce qu'ils veulent. C'est pas forcément les mêmes. Après, peut-être nous aussi, on se déconnecte des choix de nos parents. Du coup, on n'a même plus les mêmes goûts. Parce que ça y est, maintenant, on commence à avoir nos propres choix. Donc... Ça veut dire quoi, ça y est, maintenant, on est assez grand? Ça y est, on est bientôt adulte. Ouais. Bah, on prend notre propre avis sur le sujet, donc... Du coup, on arrive je pense qu'on essaie de s'informer nous-mêmes, et on essaye de savoir comment bien s'informer. Du territoire des parents à celui qu'on construit pour soi et à soi, de l'âge adolescent à l'âge adulte. On voit en fait ici un mouvement qui s'opère pour eux et qui est intéressant aussi, le saut d'une génération. Le renouveau de la presse écrite passe peut-être bien plus par cette génération que par celle de leurs parents. Ils parlent tous des lectures chez les grands-parents, et notamment dans les milieux populaires, jamais ils parlent des parents. Dans les milieux populaires, jamais ils parlent des parents. Dans les milieux socio-favorisés, oui, là on a de la lecture de presse des parents, mais pas dans les autres milieux. On a un saut générationnel. Or, on sait très bien que c'est ce dont souffrent les titres de presse écrites locales et local et régional, c'est justement du vieillissement de la population, de leur population. Donc voilà, vous voyez aussi évidemment une lecture de presse qui se fait en mobilité, avec une vraie différence bien sûr, enfin je dis bien sûr du coup, mais selon les milieux sociaux, la lecture de la presse imprimée, c'est vraiment pour le coup réservé à des classes économiquement favorisées. Pour le coup, c'est très très clair dans les enquêtes qui sont menées. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que la presse écrite, pour tous et toutes, reste le média considéré comme le plus fiable dans l'ensemble du paysage médiatique. Et pour eux, les journalistes de presse écrite sont des professionnels plus libres dans leur travail que ceux de la télévision. Alors l'expression plus libre dans leur travail que ceux de la télévision, c'est la nôtre, c'est celle qu'on a faite avec les enseignants de cette année-là, quand on a fait l'enquête auprès des collégiens et des lycéens. Là, ce qu'on a fait, donc c'était des CSP, des catégories socio-professionnelles différenciées. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait d'abord procédé par questionnaire et après on a fait des entretiens, mais d'abord par questionnaire. Et il y avait la question de la liberté dans la façon de fabriquer l'information et la question de la fiabilité. Et très clairement, les journalistes de presse écrite tirent systématiquement leur épingle du jeu. Non, la confiance des jeunes dans les médias qui s'effritent. Nuançons, parce que c'est plus complexe que ça. Dans cet écosystème, évidemment ou non, mais ce qui arrive le plus souvent aussi, c'est la question des créateurs de contenu. Alors, je vous parlerai pas d'influenceurs, parce que le terme d'influenceur, c'est un terme marketing, et qui pose question. Parce que, en fait, il est alors juridiquement encadré aujourd'hui, les influenceurs sont ceux qui produisent des contenus qui produisent quand même des contenus, mais ce sont des contenus qui sont dépendants de marques, et donc de partenariats, et juridiquement encadrés aujourd'hui. Ça peut être les stars de la télé-réalité, par exemple. Mais moi, je vais vous parler plus largement de créateurs de contenu, donc des amateurs ou des professionnels, avec ou non des contrats et des partenariats. Et en fait, ce sont vraiment des incontournables informationnels chez les gamins, chez les enfants et les adolescents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a vraiment de la pratique d'actu, de la pratique documentaire et de la pratique de service, et beaucoup d'utilisation des créateurs de contenu pour soutenir les apprentissages scolaires. Yvan Monca a sauvé, littéralement, le brevet de Zoé. Donc Yvan Monca, c'est un prof de maths sur YouTube, voilà, et qui fait du coup la création de contenu sur YouTube. Et donc ils sont beaucoup à parler de
créateurs de contenu qui permettent en fait de mieux comprendre les contenus scolaires ou de les verbaliser autrement. Et puis Maëva, elle insiste sur le fait qu'il y a des sujets, donc Maëva elle est en santé sociale, et elle dit il y a des sujets dont les créateurs de contenu s'emparent, notamment la sexualité, et dont on parle pas, tel qu'en tout cas ils voudraient qu'on en parle, notamment à la télévision. Inutile de dire qu'on n'en parle pas à l'école, enfin vous connaissez le désastre de l'éducation à la sexualité à l'école, on en a suffisamment parlé. En fait, les créateurs de contenu qu'ils utilisent le plus, là on est chez les lycéens, c'est vraiment le reflet de la richesse de leur vie en fait. Donc avec des créateurs de contenu extrêmement divers, je vous les cite parce qu'en même temps si ça peut vous faire un petit peu pour ceux qui connaissent pas forcément un peu d'actualisation. Donc Squeezie, alors normalement on présente plus trop Squeezie, mais qui est donc un créateur de contenu jeux vidéo au départ et qui est un des plus jeunes créateurs de contenu, enfin dans le sens jeune. Comment c'est jeune? Voilà, qui a commencé jeune, merci, c'est ce que je voulais dire. Et donc Squeezie, il est cité tout le temps. Alors, pour le coup, Squeezie, voilà, donc il fait beaucoup en fait de contenu sur les jeux vidéo, sur des manifestations de jeux, etc. Mister Geopolitics. Alors là, évidemment, on a des élèves de classe générale et les classes générales citent beaucoup Mister Geopolitics, qui est un créateur de contenu qui s'empare des questions de géopolitique, d'histoire et d'actualité nationale et internationale, et qui leur permet de comprendre, par exemple, le conflit en Ukraine, etc., etc. C'est par là qu'ils vont passer. Lena Situation, qui est une créatrice de contenu, qui fait un peu du lifestyle, ce qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire elle parle de sa vie, quoi. Enfin, elle parle de sa vie, elle parle de look, elle fait des vlogs. Donc des vlogs, c'est des contenus où elle parle de voyage aussi, etc. Et Lena Situation, tout récemment, a été victime d'une vague de cyberharcèlement, parce qu'évidemment, une créatrice de contenu, ça ne fait que du maquillage et des fringues, et donc on a le droit de discuter de son corps comme si c'était un bout de viande, et ça a beaucoup choqué les lycéennes. Dr Nozman, créateur de contenu, qui lui est plutôt dans le domaine scientifique, enfin clairement dans le domaine scientifique, la physique, la chimie, la SVT. Il est capable de vous expliquer des trucs absolument dingues, du genre, est-ce que c'est donc possible que Indiana Jones, quand il fait ça avec son fouet sur la pierre, est-ce que c'est possible qu'avec juste la force du fouet, il casse la pierre? Réponse, vous chercherez. Mais les lycéens, ils savent vous l'expliquer. Ah bah oui, comme ça, au moins je vous occupe votre soirée, vous avez un programme pour ce soir. Thibaut InShape, on ne se moque pas de Thibaut InShape, qui montre donc sa belle musculature et fait donc des contenus fitness, coach sportif, enfin on va dire ça comme ça, et qui vend des compléments alimentaires et accessoirement masculinistes sur les bords. Il faut quand même le dire, parce que ça pose aussi question. Et puis je m'emballe Clito, c'est toute la diversité aussi de leurs opinions, enfin, parce que voilà, c'est des jeunes qui représentent aussi la diversité des opinions d'une société. Je m'emballe Clito, alors là on est sur complètement autre chose. Créatrice de contenu qui parle de santé, de sexualité, qui a publié un livre d'ailleurs qui plaît beaucoup aux jeunes sur ça, et qui parle de tout ça, alors de façon pour le coup extrêmement sérieuse et scientifique, extrêmement crédible. Et puis il y a une figure d'autorité informationnelle majeure. Ce que je voulais vous dire, mais il en manque un. En tout cas pour certains ou certaines peut-être d'entre vous. Il en manque un, celui à qui on fait 100% confiance, en tout cas quand on est collégien ou lycéen, celui qu'on adore par-dessus tout, celui que les parents et les enseignants aiment car c'est le gendre idéal du moment. Jamy. Hugo Décrypte. Non, alors là pour le coup ça fait... Non. Mais pourquoi pas? Mais n'empêche qu'il parle de Jamy. Vraiment. Ça c'est vrai. Ils ont un attachement pour Jamy. Non mais c'est vrai en plus. Non, c'est vrai. Disons qu'il est pas trop gendre idéal. Enfin, pas pour eux quoi. Bon bref, Hugo Décrypte. Alors là, faut-il le présenter quand même au cas où? Hugo Traverse, de son vrai nom, franco-anglais ou franco-britannique je crois, qui du coup a commencé à faire en fait des contenus, la création de contenu pour expliquer l'information d'actualité avec 5 infos, enfin 5 actus par jour, etc. Il a commencé sur YouTube et puis ensuite il a conquis
tout, Instagram, TikTok, voilà. Et Hugo Décrypte, pourquoi on dit que c'est le genre idéal? Enfin, moi je dis ça parce que Hugo Décrypte, c'est quand même le créateur de contenu qui arrive à faire croire qu'il n'est pas dans le système en étant à fond dedans. Il est interrogé par le président de la République, Emmanuel Macron. Enfin, c'est lui qui l'interroge, pardon. C'est lui qui a interrogé Emmanuel Macron. C'est quand même une révolution. Un créateur de contenu interroge un président de la République. Alors là, sa cote de popularité chez les gamins, tout là-haut, pas à Macron, hein. Non mais ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait ils sont pas si couillons que ça. C'est-à-dire que c'est enregistré. Tant pis. Mais ça c'est le couillon qui me gêne, pas le fait qu'ils disent, parce qu'avant c'est pas grave, c'est une réalité scientifique. Ce qui est intéressant, c'est que ils savent tout à fait faire la différence entre l'appétence pour et l'affection pour Hugo Décrypte et la personne qui l'interroge. Mais par contre, le fait que le président de la République accorde une interview à Hugo Décrypte, ça montre bien qu'Hugo Décrypte, c'est pas n'importe qui, en fait. Hein. Et ça, ils le disent beaucoup. Ça, ils insistent énormément sur ça. Et ce qui est intéressant pour la petite anecdote, c'est que vous savez aussi que Emmanuel Macron a joué la carte des créateurs de contenu avant, avec McFly et Carlito. Là, par contre, pas bien. Hein, ça n'a pas marché. Hein. Là, les gamins, pour le coup, cette année-là, ils disaient tous, non, mais c'est bon, enfin, on n'est pas stupide. Voilà, ça n'a pas marché. Hugo Décrypte, c'est parce qu'il bénéficie déjà d'un sentiment de fiabilité, voilà, il est déjà une figure d'autorité. Oui, mais c'était aussi le cas de McFly et Carlito à ce moment-là. Ils étaient aussi à un pic de popularité pour eux. De popularité, mais pas de fiabilité. D'accord ? Et ça, c'est important. C'est-à-dire que les gamins disaient bien, ouais, enfin, McFly et Carlito, c'est pas hyper sérieux, en fait, ce qu'ils font. Donc, faut pas non plus, faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Ils étaient pas fans de ce qui s'était passé. Alors qu'avec Hugo Décrypte, ils lui font déjà beaucoup confiance. Et le fait que là, une figure institutionnelle le reconnaisse au même titre, en fait, que le, désolé, je cite, le vieux journaliste à cravate. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est terrible parce qu'il y a plein de femmes qui interrogent en général le président de la République, mais pour eux c'est le vieux journaliste à cravate. Et bien le fait que ce soit pas le vieux journaliste à cravate, mais Hugo Décrypte qui interroge le président de la République, symboliquement ça a augmenté la cote de confiance d'Hugo Décrypte qui était déjà très élevée. Sur 52 élèves de terminale cette année, 38 utilisent Hugo Décrypte pour s'informer en septembre. Là, en février, ça a réaugmenté parce que plusieurs qui ne connaissaient pas sont donc allés chercher au gré du projet. Et puis alors Vasco, il est très clair. Hein, pourquoi on aime bien Hugo Décrypte ? Pourquoi on considère qu'il est fiable ? Pas parce qu'il est presque un journaliste. C'est intéressant, c'est que aussi pour évaluer la confiance envers quelqu'un, la figure de référence c'est le journaliste. Ce qui prouve bien qu'en fait ils ont quand même bien l'idée de ce que c'est comme travail, quoi. Et voilà, ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce qu'il dit. On voit que ces sujets sont travaillés. Ils se lèvent pas le matin en mode salut la commu. J'ai rien à vous dire, mais je fais quand même une vidéo. Donc, les critères de crédibilité sont très clairs chez eux. On doit voir le travail infodocumentaire qui a été mené en amont à travers la production. La citation des sources est essentielle. Et puis, adéquation entre le contenu et les éléments de cours qui sont proposés. Pourquoi tu fais confiance à Dr Nozman ou Mister Geopolitics ? Parce que avant, je suis allée voir une vidéo sur un sujet de cours qu'on avait déjà fait et j'ai vérifié qu'il disait la même chose que le prof. La figure de référence, c'est le prof. C'est pas Dr Nozman. C'est le prof. Comme Dr Nozman, il dit pas l'inverse du prof, ok, je peux faire confiance. Deuxième chose, la pédagogie qui est déployée. Oh, il y a un problème de numéro. Ah non, c'est bon. La pédagogie qui est déployée par le médiateur. Bah, le fait qu'il s'exprime bien, qu'il y ait des schémas, qu'il y ait... voilà. Et troisième chose, oui, j'ai vraiment un problème de numéro. La popularité. Et ça, c'est un vrai problème pour eux. Ils ne cessent de se demander quelle place donner à la popularité du créateur de contenu dans la confiance accordée. En disant, bah, s'il est labellisé, s'il y a beaucoup de gens qui le suivent, est-ce que ça veut dire que je peux lui faire plus confiance ou pas ? En fait, ils savent pas. Ils passent leur temps à se demander. Alors, malgré tout, les lycéens, eux, ce qu'ils disent, c'est, en fait, le fait qu'ils soient suivis par beaucoup de monde, ça fait qu'ils ont une responsabilité. Parce que s'ils disent un truc faux, on va leur tomber dessus. Donc, ils ont intérêt à pas dire un truc faux. Ça, c'est leur raisonnement. Mais là, c'est vraiment un critère qui les interroge. Ils savent pas vraiment y répondre. Oui, non, ça arrive au contraire. Par exemple, vous citiez Jean-Baptiste plus tôt, le fait que ce soit pas ce qui soit dit par leur prof
ou en général peuvent servir de base de fiabilité? Parce que justement, là, on peut pas évaluer à l'aune de ce qui est dit en classe. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Ce qui est compliqué dans ces contenus-là, et on va y revenir, donc ça tombe bien. Mais ce qui est compliqué dans ces contenus-là, c'est que justement, ils n'ont pas de repères. Thibaut InShape, par exemple, cette année, quand on a fait ce panorama avec les enseignants, qu'on s'est rendu compte des écosystèmes informationnels des gamins, là, j'ai dit aux enseignants, attention, en santé sociale, par exemple, ils mettaient Thibaut InShape très très haut en confiance, et ils connaissaient très peu Je m'emballe Clito. Là où les filles, parce que c'est les filles, Je m'emballe Clito, c'est les filles, Thibaut InShape, c'est filles et garçons, mais pas pour Je m'emballe Clito. Et Je m'emballe Clito, c'était les filles de terminale générale qui le citaient, pas les filles de santé sociale. Ce qui fait qu'on se disait, mince, pour les unes c'est bien, mais pour les autres, Thibaut InShape, voilà. Et donc on a dû travailler sur l'information en santé, et scientifique du coup, pour voir pourquoi Thibaut InShape posait un peu problème, posait clairement problème, et pourquoi pas Je m'emballe Clito. Et ça, c'est vraiment le problème aussi de l'absence de repères. C'est-à-dire qu'évidemment, si le sujet n'est pas traité par les adultes à un moment, ils sont tout seuls pour essayer d'évaluer. Ça prouve bien qu'on a besoin de contenu académique, parce que c'est à l'aune de ceci qu'ils vont pouvoir évaluer. Donc voilà, ça répond ? Oui. Ça répond. Alors, on a besoin de vous, évidemment, ils font des stratégies personnelles, mais ils le disent, on a besoin de vous, on a besoin d'être aidés. Alors là, 5 petits points qui permettent de trouver, d'ancrer des problèmes qu'ils posent eux-mêmes et des réponses qu'on peut essayer de leur apporter. Une première chose, c'est vraiment un sentiment général d'incompréhension, ils le disent. Et d'ailleurs, pourquoi aussi ils sont seuls ? Ils sont seuls parce que, ils le disent, les profs, ils ont des appréhensions sur tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube et tout ça. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire comme Mariette, qui n'ose pas citer des créateurs de contenu. Je vais pas le citer. Et alors pourquoi ? Parce qu'en même temps, tu lui fais confiance. Et pourquoi au lycée, tu te dis non, je vais pas le citer ? Les profs, ils pourraient considérer que, comme ils peuvent ne pas le connaître, ils pourraient considérer ça comme une source un peu moins fiable que le reste. Et du coup, remettre en question notre travail et nos recherches. Je pense que tout est dit. Et Meg, pardon. Oh, pardon, Flo. Non, allez-y. Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement, j'ai fait un corpus, je suis prof, désolée. C'est pas grave, ça nous arrive à tous. Un corpus, pas forcément, mais... À mes étudiants et à mes élèves, et j'avais mis une chanson en fait de Medine, donc j'avais mis document 3, Medine, en citant de la même façon en fait avec l'année de sortie de l'album, etc. Et ils se sont rendus compte après, je dis vous voyez, vous lisez pas mes documents, vous avez mis bien. Oui, c'est vrai. J'avais les paroles de chansons, là mon document 3, effectivement c'est une chanson de Medine, et en fait je me suis dit le fait de les familiariser avec avec cette façon de noter des documents, la maison d'édition, l'année, etc., avec quelque chose qu'ils connaissaient déjà, et ça les a, effectivement, ça a fonctionné. Enfin, j'avais mis aussi une vidéo YouTube, pareil, avec la date de sortie, machin. Et c'est marrant. Oui, mais en fait c'est essentiel parce que vous allez voir, regardez ce que dit, écoutez plutôt ce que dit Meg. Alors Meg, on est dans un focus group, dans un entretien collectif, ils sont 4. Meg, elle est en santé sociale et Meg, elle évoque les créateurs de contenu aussi. Meg, elle répond, en tout cas. Moi je trouve c'est comment dire, un peu embêtant parce que du coup eux les profs ils vont penser que c'est ridicule, que c'est pas intéressant et que comme on en revient tout à l'heure, ce qu'on fait sur notre téléphone ça sert à rien, etc. Alors que pour moi vraiment c'était des vidéos par exemple de 2 minutes ou des petits passages ou des photos qui montrent des méthodes, et pour moi ça m'a vraiment aidé. Donc c'est des petits tips entre guillemets qui poussent et qui je suis devant ma copie et je me rappelle de ça, et pour moi ça m'a vraiment aidé. Alors pour des profs ça va être ridicule et que c'est de la perte de temps, c'est n'importe quoi, c'est encore sur les réseaux. C'est du direct, on est en établissement scolaire, vous avez eu droit à la sonnerie. Oui, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'elle dit, c'est de l'information documentaire, c'est de l'information qui devient connaissance. Parce que ce qu'elle dit bien, c'est qu'elle y repense devant sa copie. Mais sauf que jamais elle va oser dire d'où ça vient. Et donc du coup, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est que soit ils ne disent pas, ils ne donnent pas la source, puisque soit ils mentent sur la source. Parce que au moins comme ça on est tranquille.
Une source que le prof, de toute façon, ils le savent. Hein. Les profs, ils leur demandent les biblios, jamais ils vont vérifier. De l'absence de sens social d'une bibliographie. Pourquoi faire une source? Puisque de toute façon, même le prof, il va jamais regarder la source. Moi, je vois mes étudiants, quand je leur dis, bah oui, je suis allée regarder l'article que tu avais mis dans ta biblio. Vous lisez les biblios, bah, si tu mets tes sources, c'est pas pour... je t'emmerde pas juste pour que tu fasses nom, point, prénom, virgule, machin. Juste comme ça, ça a du sens, en fait. Et en fait, ils ont pas intégré le sens que ça a, du fait aussi, enfin, d'où aussi le fait qu'ils ne regardent même pas, en fait, les bibliographies. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, évidemment, reconnaître la légitimité de leur pratique. Et là, par exemple, je voulais vous faire entendre Josie et Rachel. Elles sont CPE, donc elles sont conseillères principales d'éducation, et elles sont dans un établissement où les collègues veulent lutter. Donc, leurs collègues, elles sont CPE, hein, donc elles sont censés faire appliquer, voilà. Mais les enseignants, en une partie, veulent faire interdire le téléphone et l'usage du téléphone dans la cour, dans tous les espaces du lycée, donc en dehors aussi même de la salle de classe. C'est pas parce qu'on aurait encore plus de manquements ou de choses. Oui, voilà, c'est. On serait une frustration pour le lieu d'être. En quoi ça nous gêne que ça soit comme ça? Moi, pareil, je vois pas l'intérêt d'aller se bagarrer contre ça. Ça va faire un point de friction supplémentaire. L'intérêt, nous, c'est plus de dire, on est là pour vous aider à mettre des limites dans l'utilisation du téléphone, et le pourquoi on vous demande de mettre ces limites-là. Régulièrement, on leur explique qu'il y a une question de sécurité, il y a une question de vie sociale. Et... Le matin, ce mercredi matin, il y en avait 2 qui jouaient dans le hall à 8h30. Je vais les voir, qu'est-ce que vous pouvez faire à 8h30 sur votre téléphone, c'est quel jeu, pourquoi tu joues. Enfin, voilà, c'est aussi un moyen d'interaction, d'entrer un petit peu dans leur monde. Ça les surprend des fois, mais puis des fois vous comprenez aussi. Ça peut être utilisé comme un lien sans... Enfin non, je vois pas de difficulté. La difficulté, elle est dans l'opposition et dans le non-respect de la règle, comme pour n'importe quoi. Voilà. De l'intérêt de créer évidemment des espaces justement de dialogue, de mutualisation, où ils peuvent en fait échanger aussi entre eux des fois sur les trucs et astuces, sur les craintes qu'ils ont par rapport aux dispositifs techniques qu'ils utilisent, à l'information à laquelle ils ont accédé, par rapport à des questions en fait. Clairement, vous allez voir après qu'ils se posent beaucoup sur comment sortir aussi parfois de l'emprise du dispositif. Et donc vous auriez pu être dans la capsule audio. Évidemment, ce qui apparaît essentiel, c'est d'intégrer les ressources informationnelles adolescentes et enfantines à l'écosystème, alors d'apprentissage, mais aussi culturel, mais aussi médiatique, et tout en les respectant bien sûr. Michael, professeur documentaliste en lycée cette année, donc c'est un des collègues avec lesquels je travaille sur la recherche-action avec les classes de terminale, avait tenu à proposer aux élèves dès le début de l'année, pour la préparation du grand oral, des chaînes YouTube. Pourquoi je l'ai choisi? Pourquoi YouTube? Parce que c'est pas parce que c'est sur YouTube que c'est pas légitime. Ce sont des gens qui des fois sont universitaires, des gens qui ont une expertise dans le domaine, mais justement le propos est vulgarisé, donc peut-être plus facilement d'accès pour les élèves, que la prise de notes est aussi peut-être plus facile, et c'est aussi un support, un format qui corresponde aussi à la manière dont les élèves s'informent. C'est-à-dire beaucoup vont sur YouTube, beaucoup consomment des vidéos YouTube. Donc je trouve totalement aberrant de ne pas proposer ce type de ressources à nos élèves en 2023-2024. C'est totalement... Enfin, on passe à côté. Ou alors on va passer pour des schnocks. C'est-à-dire qu'on aura toujours nos vieilles ressources poussiéreuses, qui sont très bien, hein, mais quand même poussiéreuses, peut-être difficiles d'accès aussi pour les gamins qui n'en auront pas forcément les codes. On n'a pas le temps de former tout le monde. Ou alors il y a aussi des problèmes de compréhension, des fois au niveau du vocabulaire, qui fait que on peut pas toujours être derrière l'élève, ça va être un frein. Et le gamin, en fait, il va pas pouvoir tirer de la ressource 100% de ce qu'il pourrait en tirer. Et mieux vaut qu'il aille sur une bonne vidéo YouTube, et je sais qu'il y en a beaucoup qui en regardent beaucoup.
Voilà. Alors, Michael tient toujours à dire qu'il a 45 ans. Et que donc il faut arrêter de penser aussi que il y a forcément une énorme fracture générationnelle, parce qu'il dit, voilà, je suis plus tout jeune, et malgré tout, ben, moi, je m'intéresse aussi aux pratiques de mes élèves. Oui, mais il dit le mot schnock. Il dit le mot schnock. On sent la génération. Ah oui, on sent la génération, oui. C'est vrai. Alors justement, autre problème aussi qui se pose pour les gamins et dont ils ont beaucoup besoin de parler, c'est la question de la fatigue informationnelle, du flux. Ils parlent beaucoup de ça. Ils parlent beaucoup de ce qu'on appelle le doom scrolling, donc le fait de scroller, et la fatigue liée au fait de scroller en continu sur son téléphone. Et ça, c'est vraiment une préoccupation majeure chez eux. Ils et elles le disent toutes. Ils et elles cherchent tous et toutes des stratégies. Ils parlent d'angoisse. Ils parlent du fait d'avoir du mal aussi, parce que c'est se couper du monde aussi que de pas être sur les réseaux sociaux, forcément. Donc surtout qu'ils s'informent. Il n'y a pas que de la sociabilité pure. Il y a aussi, du coup, vous avez vu toute leur pratique d'information, de soutien à l'apprentissage scolaire qui passe par là. Donc voilà. Et la seule astuce qu'ils ont, mais que je trouve assez intéressante quand même, parce que moi, j'entends pas beaucoup d'adultes me dire que c'est comme ça qu'ils font, c'est qu'ils désinstallent l'appli. Ils sont beaucoup à dire que pendant quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, ils vont désinstaller TikTok. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont la tête comme ça et qu'ils se disent, ah là là, je me mets en difficulté. Ils désinstallent. Puis quand la pression elle est retombée, ils réinstallent. Alors ok, ça fait un peu, j'y vais pas. Mais ils sont capables d'arrêter vraiment. Je suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde. Mais en tout cas, ils se posent beaucoup ces questions-là et ils s'interrogent beaucoup évidemment sur pourquoi. Évidemment, là, le problème qu'on a, c'est que très souvent, on leur dit, lâche ton téléphone, arrête de passer du temps, etc., sans être soi-même capable de le faire. Ou alors avec toujours cette idée mais moi c'est important. Évidemment, les pratiques des adultes sont toujours tellement importantes. Et puis on opère tous à cœur ouvert, donc on a tous un mail auquel il faut répondre à 20h18, parce que... Donc il y a aussi ça, mais du coup, vous voyez, comme on a aussi tendance à leur donner ces règles-là, et en fait, ils nous voient sous emprise, quelque part. Et ils se disent, alors attends, moi je dois essayer de me débrouiller, alors que lui il n'y arrive pas. Et puis surtout, du coup lui il m'aide pas en fait à en sortir. Et donc évidemment, on ne peut que prôner un temps pour tout, bien sûr, et des règles collectives partagées et respectées, parce que sinon ça peut pas le faire. Et puis c'est important de leur expliquer aussi, c'est quoi les ressorts de cette économie de l'attention, tout en faisant attention à pas diaboliser. Alors moi j'aime bien, aujourd'hui on entend les plateformes. Les plateformes, c'est des gens. Il y a des gens derrière qui ont conçu ces plateformes, et même qu'on a un président de la République qui a rencontré la EdTech française en janvier et qui a quand même dit que son rêve, c'était que dans la salle, il y ait les futurs Mark Zuckerberg et Elon Musk. C'était pas mon rêve. Moi, je veux bien la EdTech, des Aaron Swartz, des Richard Stallman, des gens qui militent pour le libre, pour les communs, ok, des Elon Musk et des Mark Zuckerberg, désolé, mais... Enfin, comment dire? Les premiers, ils finissent mal, alors que les seconds, ils vivent plus longtemps. Ça, c'est vrai. Par contre, ça, c'est vrai. En termes d'espérance de vie, c'est clair que, oui, c'est vrai, on est d'accord. Et là, on est d'accord. On dit ça avec un grand sourire, mais bon, bref. On est d'accord. Mais il n'empêche que, voilà, vous voyez, c'est quand même important aussi de pas diaboliser. C'est-à-dire que les plateformes, il y a des gens qui les nourrissent, il y a des gens qui les construisent, et faut peut-être essayer aussi de renvoyer aux seuls utilisateurs la responsabilité de ce qui se passe en ligne. Les dark patterns, par exemple, tous ces éléments qui sont mis en place par les plateformes pour vous contraindre à agir de telle ou telle manière, voire à acheter, sur Fortnite par exemple, un des jeux vidéo les plus utilisés par les gamins, eh bien les dark patterns ou le design émotionnel, c'est-à-dire le fait que ces objets sont conçus pour être touchés, appréciés, on met des coques, on met des petits pandas, des petits machins et tout ça. Et tout ça, ça crée de l'attachement. Et ça, c'est pas uniquement de la responsabilité de l'utilisateur. Et là, il faut aussi cesser de faire porter que ça, parce que c'est très lourd sur les épaules de chacun, et même de nous aussi. Ça permet aussi de se dédouaner soi-même, ce que je suis en train de faire. Mais voilà, et d'arrêter de reprocher aux gens d'avoir un saladier de brocoli et un saladier de chamallow, et bizarrement de préférer aller dans le saladier de chamallow, quoi. Il y a un moment... Mais non, mais c'est vrai. Il y a un moment, il faut, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, il faut pas dénoncer cette économie de l'attention. Et d'ailleurs, c'est ce que je viens de faire aussi, en fait, tout en vous disant aussi, voilà, quel modèle aussi on promeut auprès de ces enfants et ces adolescents pour les amener à se détacher
des plateformes. Si on leur dit que ton rêve, ça doit être d'être Elon Musk ou Mark Zuckerberg, bah, ils ont tout intérêt à rester aussi sur les plateformes et à les trouver chouettes. Donc il y a une contradiction finalement là quelque part. Alors, un autre problème qui se pose et qui est une contradiction pour eux, c'est d'évaluer l'information, ils le disent tous. Simon, alors ça, là on est en septembre, cette année, en septembre 2023, donc, dans une classe de terminale, et Simon il me dit, bah c'est pas tout de nous dire qu'il faut faire attention, mais concrètement on fait comment? Évaluer l'information, ils y arrivent, ils ont beaucoup de mal. C'est très difficile en fait d'évaluer l'info. Et là, on voit en fait des enfants et des adolescents qui apparaissent beaucoup plus prudents qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'ils se demandent tout le temps si c'est vrai ou pas. Ils savent jamais trop comment faire. Et un signe de bonne santé, on peut dire informationnel, c'est qu'ils ont rarement une confiance absolue dans les sources qu'ils utilisent. Je parle pas de complotisme du coup. Je dis pas qu'ils doutent de tout. Je dis juste qu'ils ont rarement une confiance absolue. Et que cette confiance absolue n'est accordée que si elle l'est déjà académiquement. Traduction, un peu plus simple, on a fait en fait avec les enseignants, et on va bientôt publier sur ça et tout, vous allez voir, on a conçu un outil didactique qui s'appelle le baromètre informationnel et qui fait poser, les gamins ont situé en début d'année les ressources qu'ils utilisent sur un axe confiance, je fais pas confiance, je fais confiance, et sur un axe plaisir, j'aime pas regarder, j'adore regarder. C'est comme ça qu'on sait que Hugo Décrypte, il est tout haut partout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà en septembre, on voit très peu de ressources qui sont à 10 sur 10, en fait, en termes de fiabilité. C'est-à-dire qu'en fait, même quand ils pensent que c'est fiable, ils vont pas jusqu'à 10 sur 10. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ils se disent quand même toujours, faut voir, quoi. Faut quand même vérifier. Et donc c'est intéressant de voir que finalement il n'y a pas une espèce de croyance absolue, sauf quand en santé sociale, et d'ailleurs pas forcément dans la classe générale. Dans la classe générale, même là, il y a peu de 10 sur 10, même quand c'est conseillé par le prof. Par contre, dans la classe de santé sociale, où on a du mal à avoir des repères en fait informationnels, là, on met 10 sur 10 pour les sites conseillés par la professeure en santé sociale. On peut se dire à la fois, c'est chouette, ils font confiance à leurs profs, et on peut se dire, oui, le problème, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas une perte potentielle de vigilance quand même, informationnelle, par moment? Ça, c'est un vrai sujet. Ce qu'on voit aussi, c'est que faire confiance et se faire confiance, c'est un marqueur socio-culturel. Les adolescents qui appartiennent à des milieux favorisés sont convaincus de mieux évaluer l'information que les autres. C'est pas forcément vrai, On fait bien la différence entre le sentiment d'être capable et puis la réalité, mais quand on appartient à un milieu favorisé, on pense qu'on se trompe moins que les autres. Et puis, c'est les pratiques culturelles, les pratiques informationnelles, et donc le monde reste ce qu'il est, quel que soit le milieu social. Les filles doutent davantage de leur capacité à évaluer l'information que les garçons. Et ça, c'est très très net, quel que soit le milieu social. Hashtag fatigue. je vois bien dans vos yeux qu'il y a ça. Mais oui, voilà. Alors évidemment, alors en dehors de ça, le vrai problème, et là je vous demande juste de l'entendre parce que on va très vite la retrouver là dans la conclusion, assez vite. Clémence et Marie, en septembre, je leur dis, mais tu fais comment? Vous faites comment pour évaluer l'information? Il arrive d'avoir des moments où vous vous dites, ça j'aime bien l'info, ou comment elle est présentée, mais je sais pas si je peux faire confiance. Ouais. Et comment vous faites dans ce cas-là? Parce que là, soit j'abandonne cette info et est-ce que c'est une parmi d'autres, du coup je dis tant pis. Ou alors si c'est vraiment, j'ai vraiment envie de l'apprendre, et je vérifie sur d'autres sources sur internet ou quoi, si ça existe vraiment, si c'est vrai quoi. D'accord. Et tu fais pareil Marie, comment tu fais? Moi, soit j'abandonne, soit c'est un peu à l'instinct. Je tape un peu mon instinct. Je me dis, ça doit être vrai, je vais essayer, puis si ça fonctionne. Si ça passe, ça passe. Si ça passe, ça passe, si ça passe pas, tant pis. Mais je pense que j'ai fait un peu un instinct des fois. Alors, ils font à l'instinct, et puis ils font très confiance en fait aux enseignants sur cette question-là, ou aux adultes. Et puis en fait, pourquoi ils font beaucoup à l'instinct aussi? Parce qu'en fait, on leur donne aussi des conseils pour évaluer l'information qui sont pas très justes,
beaucoup évoquent des enseignants ou des adultes qui continuent de dire que Wikipédia n'est pas fiable, alors que Wikipédia est une des sources les plus fiables existant sur le web. Et vraiment, on a des études scientifiques, je veux dire, sur le sujet, il n'y a pas de doute, mais voilà. Et puis, on fait une espèce de focus sur ce qu'on appelle les outils marques, c'est-à-dire que, justement, on leur dit, par exemple, va pas sur Wikipédia, et eux, ce qu'ils se disent, c'est, ok, Wikipédia, je peux pas faire confiance, mais du coup, le reste, je peux. Et ils n'arrivent pas à identifier, alors ça, c'est visible chez les collégiens, du coup, très fortement, ils n'arrivent pas à identifier ce que c'est qu'un wiki. En fait, du coup, si c'est pas marqué Wikipédia, c'est autre chose. Mais c'est pas forcément, mais ils savent pas dire, ah bah oui, c'est un wiki, donc ça fonctionne pareil. Non, en fait, parce que pour le coup là, on leur a pas donné les bonnes stratégies. Et on leur donne du coup aussi des stratégies fake. Il y a encore des gens qui leur disent qu'un site qui termine par .fr est un site dans lequel on peut faire confiance. Excusez-moi, mais moi, je voudrais savoir pourquoi Wikipédia est une source fiable. Alors parce que une information fausse sur Wikipédia reste en moyenne 3 minutes maximum. Des contributeurs et on est très les contributeurs sont hyper contrôlés entre eux et par la plateforme, par Wikipédia qui est en fait du coup aussi une association, et donc du coup en fait l'information est beaucoup plus actualisée et vérifiée qu'on ne le dit. Et en fait, alors bien sûr il y a la possibilité de modifier une information et de mettre un truc faux. On a beaucoup parlé du débat entre Sarkozy et Royal, je crois, et c'était sur les EPR, le nombre d'EPR ou je sais pas quoi. Quelqu'un avait modifié, mais en fait ça a été très vite effacé. Et en fait, on grossit toujours ce qui se passe dans les modifications d'informations sur Wikipédia. Mais Wikipédia a extrêmement durci la façon de publier les articles et essayer de le faire. Et c'est terrible. C'est terrible. Non, c'est très bien. C'est l'intelligence collective en marche, quoi. Et en fait, désolé de le dire, mais par exemple, l'Universalis est beaucoup moins fiable que Wikipédia. Moi, je vois des articles de l'Universalis où je vais chercher des articles sur des sujets que moi je connais. Où je me dis, ou alors même la personne qui a écrit, certes c'est un universitaire, mais en fait pas spécialiste de ce sujet-là. Et donc finalement, les études scientifiques qui ont été menées, notamment par beaucoup d'études qui ont été menées par des Américains sur les publications à l'international de Wikipédia, montrent que Wikipédia est une des sources les plus fiables du web. Et puis en plus, il y a un autre truc qui le rend fiable, c'est que on a le travail apparent. C'est-à-dire en réalité, on a tout le sourçage. Voilà, si on a un doute, on peut aller voir. Et en plus, même sur la page directement, Wikipédia on voit les endroits puis les endroits de questions. Oui. Donc du coup, ça montre que l'information, c'est quelque chose de construit à plusieurs, qu'il y a des doutes, qu'il y a des contradictions, et donc ça permet d'être au plus proche de quelque chose qui approche une vérité, si elle existe. Bon, pour donner un exemple, sur Wikipédia, l'année dernière, quand Thierry Courtin, qui a inventé le personnage de Choupi, est décédé, j'ai modifié sa fiche Wikipédia en indiquant la date de décès. Et le lendemain, j'ai eu un contributeur qui m'a dit « Mais quelle est la source ?» Effectivement, il n'y a pas d'article de presse indiquant qu'il était décédé, donc du coup, on m'a retiré la date de décès qui pourtant était fiable, parce que je l'avais lu sur le compte LinkedIn de son éditeur, mais comme il n'y a pas d'article de presse, ça me voit beaucoup. Pas de source, donc pas de fiabilité. Qui sont les contributeurs ? Tout le monde. Alors officiellement tout le monde. La réalité, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi un bon fantasme, ça. C'est cette fameuse phrase d'Umberto Eco que tout le monde reprend tout le temps. Le pauvre, il a fait des choses passionnantes, mais là il aurait mieux fait de se taire. Où Umberto Eco dit, mais c'est une réalité. Umberto dit n'importe qui peut parler sur Internet. Le prix Nobel comme quelqu'un d'autre. Je suis désolée, mais il y a des prix Nobel qui disent des bêtises, ça dépend si on est spécialiste ou pas. Et l'avantage sur Wikipédia, c'est que tout le monde, en fait, souvent, c'est des gens qui sont spécialistes, en fait, des sujets. Vous avez plein d'universitaires qui contribuent sur Wikipédia, plein d'amateurs, ce qu'on appelle des professionnels amateurs, qui en fait, ont vraiment développé des standards professionnels de vérification, de fabrication de l'information, de publication, et qui en fait sont hyper calés sur leur sujet. Et donc, du coup, c'est vraiment pour ça qu'on peut vraiment dire que Wikipédia fonctionne sur la vraie intelligence collective, en réalité. C'est un modèle du genre en termes de publication. Et de capacité aussi à nourrir le web positivement et de prise de responsabilité aussi de ce
qu'on fait avec l'information, puisqu'on va nourrir un espace, je dirais public, et qu'on partage tous, quoi. Donc c'est d'autant plus important. Et puis évidemment, il y a tout le côté gratuit. Mais il y a le fantasme du comme c'est n'importe qui, oh là là, quand même, n'importe qui, ça peut être personne. Et en fait, non, ça peut pas être personne. Iléna ou Simon, ils auront du mal à contribuer sur Wikipédia s'ils sont pas ultra spécialistes. Brandon peut-être, parce que vu qu'il connaît tous ces trucs de foot, là, peut-être qu'il peut remplir des choses qui manquent sur les articles. Mais en fait, il faut une vraie expertise pour réussir à publier. Il y a aussi tout un travail des gens de Wikipédia pour rendre ça accessible, et c'est des super ateliers à faire d'ailleurs, pour montrer comment ça fonctionne l'information en général, et comment ça fonctionne d'écrire un article, de sourcer, etc. Il y a des associations à l'intérieur de Wikimedia qui travaillent là-dessus, notamment par exemple pour mettre plus en avant les femmes et les minorités de genre sur Wikipédia qui sont très peu représentées, et qui disent aux gens, venez, nous on a les sources, vous cherchez à l'intérieur des sources, vous rédigez l'article et on voit ensemble comment ça se publie. Et ouais. Donc c'est chouette. Enfin, je pense que Est-ce que l'enjeu aussi par rapport à Wikipédia et la question de l'utilisation par les jeunes, c'est aussi que c'est extrêmement fiable, mais c'est souvent pas adapté à un public jeune, parce que c'est justement fait par des spécialistes. Il se trouve que mon fils de 11 ans devait faire un exposé sur le chiffre pi. La notice Wikipédia du chiffre pi, moi je la comprends pas parce qu'elle est bourrée d'informations mathématiques. Donc, est-ce que le message à faire passer auprès des jeunes, notamment des plus jeunes, c'est pas ça, c'est que simplement ils vont pas comprendre. Exactement. Et faire un copier-coller bête, ils vont. Exactement. Là, par exemple, Michael, le professeur documentaliste, là, il dit aux gamins, il leur dit ça en fait sur Wikipédia. Il leur dit le problème, c'est juste que des fois, c'est pas adapté, c'est pas pertinent dans le sens, c'est pas adapté à ton niveau de lecture. Mais ça veut pas dire que c'est pas fiable, mais juste c'est pas adapté. Mais pas le même message. Eh ben c'est pas du tout la même chose, et ça les gamins l'entendent très bien, et d'ailleurs ils le disent, ils disent Wikipédia c'est alors les élèves de santé sociale par exemple, Wikipédia ça les insupporte, ils sont pas lecteurs, beaucoup en tout cas de cette classe-là disent moi je lis pas, là quand je vois le truc non merci en fait. Donc mais c'est pas du tout la même chose de leur dire c'est pas adapté à ton niveau de lecture ou à ton besoin, parce que t'as peut-être pas besoin d'un truc aussi profond. Pour le coup là je l'appelle à une autre expérience. Moi quand j'étais prof doc, mes élèves Molière, je leur dis toujours ils meurent jamais avec vous. C'est comme ils allaient sur la page de Wikipédia, en fait ils disaient que les 10 premières lignes, parce qu'après et donc Molière jamais il mourait, et donc je leur disais il faut le faire mourir à un moment ce tome quand même, il faut que tu dépasses la 10e ligne quoi. Et du coup en fait oui, mais le magazine Virgule quoi, il y avait un magazine qui s'appelait Virgule aux éditions Faton pour des 6e ou des 4e en éducation prioritaire. Honnêtement une double page sur Molière c'était très bien, enfin. Mais moi je leur disais pas Wikipédia c'est pas bien, je leur disais juste regarde le temps que tu perds, le mec est toujours pas mort, et là on va passer un temps fou, alors qu'une recherche d'infos ça doit peut-être être plaisant, mais ça doit aussi être efficace, et c'est plaisant parce que c'est efficace en fait. Donc si en plus à la fin t'échoues dans ta recherche, ou tu t'es ennuyé, ou t'as rien compris, c'est pas bon quoi. Mais c'est pas du tout le même argument. Donc effectivement c'est cet argument là qu'il faut employer avec eux, effectivement. Alors autre chose, évidemment ils en parlent beaucoup, et c'est une vraie difficulté face à laquelle ils demandent beaucoup d'aide des adultes, et face à laquelle ils se sentent très seuls. C'est l'actualité qui fait mal, les émotions négatives provoquées par l'info, et là les verbatims font un peu mal au cœur. On a quand même des élèves de 4e qui disent l'info qu'on nous balance tous les jours dans les médias, ça donne pas envie de vivre. Voilà. Ils sont en 4e, et ça sort comme ça. Et ça, c'est un vrai sujet parce que à l'heure où justement on va faire la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est un vrai sujet, c'est qu'on évoque finalement l'information d'abord d'actualité que celle qui préoccupe les adultes. Et on fait entrer systématiquement dans le monde des enfants la préoccupation de l'adulte, déjà. Mais en plus, on évoque toujours, trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, l'éducation aux médias à l'information que quand il y a un événement. Ah, il y a un attentat. Allez, faut qu'on en parle lundi. Il est mort vendredi, on en parle lundi, tout le monde est prêt, c'est parti. Comment voulez-vous qu'on traite de façon décente, en termes didactiques, je veux dire, évidemment, cette question-là. Enfin, il faut être apaisé.
pour évaluer l'information, pour se demander si la source elle est fiable ou pas, c'est quoi le sourçage, c'est quoi le dispositif, ah tiens, le Snapchat Discover, pourquoi c'est vraiment un titre de presse. Il faut être apaisé. Il faut pas être dans une situation où émotionnellement on est juste en état de choc ou de sidération ou de peur, et où quand on nous parle de quelque chose, ce qu'on retient, c'est l'attentat, c'est la guerre, c'est le meurtre, c'est le sang, quoi, et pas parlant de quelque chose de qui nous fait du bien et qui va permettre d'asseoir des apprentissages. Oui, j'ai fait une séquence sur la mémoire collective, et ça nous permettait de voir un peu quelles sont les dynamiques de mémoire. Bah là, c'était justement la panthéonisation d'Isaac Manouchian, c'était en pleine actualité. Et donc je leur disais, aujourd'hui, à part quelques personnes, plus personne ne conteste que la France a été collaborationniste, par exemple. Alors que là, on commence à parler de la guerre d'Algérie, et là, ça touche beaucoup plus. Et puis alors, la laïcité, le voilà. Et donc, en fait, pour leur montrer que il y a une temporalité dans l'actualité, et qu'il y a beaucoup d'émotions, du coup, et essayer de reprendre ce recul-là en disant, oui, bah, c'est une émotion, mais en fait, nous, c'est pas ce qu'on analyse. On analyse qui pense quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Mais c'est très très dur d'analyser alors que émotionnellement, on est très engagé dans une situation. Et c'est pour ça que, oui, moi je crois qu'il faut prôner, partager des joies, des découvertes au quotidien, des petites choses en fait. Il y a les médias positifs qui existent aussi. Là, les lycéens, par exemple, de la classe de terminale, quand ils nous ont parlé aussi de tout ça en octobre. Alors, c'est un lycée qui était très proche du lycée Gambetta à Arras, hein, puisqu'on est dans les Hauts-de-France. On est à 15 km de ce lycée. Et donc, ils étaient très choqués, évidemment, par ce qui s'est passé, la proximité aidant, hein, forcément. Enfin, aidant, entre guillemets. Et en fait, là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et en fait, on leur a parlé des médias positifs. Et on leur a dit, allez vous abonner, allez regarder. Et tous les jours, ils ont dans leur fil d'actu une info positive. Et en fait, ils disent même, ça fait du bien, en fait. Ça fait juste du bien de partager ça. Et puis, pour assumer des responsabilités d'enfants et d'adolescents, c'est aussi être capable d'avoir une information dont on sait faire quelque chose. Ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que quand on leur montre les guerres, les attentats, etc., ils peuvent éventuellement analyser ce que vous voulez, mais ils se sentent démunis, en fait, parce que, ça leur tombe. Alors, évidemment, nous aussi, on est démunis, ça, on est d'accord, mais eux, encore plus, quoi. Et ils se demandent ce qu'ils peuvent en faire. Et pourtant, il y a des vrais sujets sérieux. Que fait donc cette tortue ici? C'est le moment où je vous parle de la tortue de Nina. Nina, elle a 8 ans. C'était l'année dernière. Et Nina, l'année dernière, dans la classe, elle a enfin eu une tortue d'eau. Sa mère, elle voulait pas lui offrir de tortue d'eau. Et ça y est, elle a sa tortue d'eau. Mais maintenant, elle a une grosse responsabilité parce que sa mère, elle lui a dit, si elle meurt, c'est ta faute. Et la mère de Nina, je pense qu'elle est pas psy. Bon, n'empêche que c'est une responsabilité. Et donc Nina me dit, alors du coup, tu sais, je regarde sur Google, je tape donner à manger à la tortue, bien nourrir ma tortue. Elle avait même tapé ne pas faire mourir ma tortue. Ce qui avait donné lieu à des résultats un peu bizarres. Hein. Ne le faites pas trop parce que c'est assez étrange. Mais ce qui était intéressant, c'est que du coup, quand elle vous a parlé ça, on est vraiment face à un sujet sérieux. Enfin, c'est littéralement, et sans jeu de mots, une question de vie ou de mort pour la tortue de Nina et donc aux yeux de Nina aussi. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet où l'information doit être fiable à tout prix, fiable et pertinente. En fait, là, on a un vrai sujet d'actualité, on a un vrai sujet d'éducation aux médias, à l'information. Du quotidien, pour le quotidien, un sujet, certes, pas si léger que ça, parce qu'elle peut quand même mourir, sa tortue. Mais, et si tous ensemble, en fait, on faisait une recherche pour savoir comment nourrir la tortue de Nina? Citons nos sources. Allons chercher quelles sont les sources qu'on a utilisées. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce mec-là? Il a une tortue, ok, mais c'est quoi son métier? Et en fait, là, on travaille sur les sources, sur l'autorité, sur la fabrique de l'information. Et qu'est-ce que c'est léger? C'est quand même plus sympa. Et je peux vous dire qu'après, dans la classe, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur tous les sujets sérieux de chacun. Pour travailler sur l'évaluation de l'information. Alors, on a tout eu, hein, les chiens, les chats, les hérissons, les rats. Oh, le rat. Bon, c'était bizarre le rat quand même. Mais bon, on a tout eu, mais voilà. On a eu la réparation de vélo, enfin, chacun a donné. C'est quoi ton sujet d'actu dans ta vie à toi en ce moment? Un truc que tu dois résoudre. T'as besoin d'infos sur quoi? Et chaque gamin de CE2, du coup, il a donné son besoin d'infos.
Et on a travaillé sur ça pour travailler l'information et les sources. C'est la même chose que ce qu'on nous demande de faire quand on fait les guerres, sauf que c'est quand même... C'est plus facile. Didactiquement, pédagogiquement, et surtout les gamins, ils font des transferts plus facilement aussi. Enfin, dernière chose, il y a un impératif politique dans tout ça, une exigence, oui je fais attention, une exigence sur la culture des sources qui est vraiment importante pour nos élèves, pour nos enfants et nos adolescents. On voit bien qu'évidemment il y a une distinction sociale forte dans aussi la culture des sources, c'est-à-dire d'identifier l'environnement qui est à ma disposition pour réussir mon projet professionnel ou social, personnel, peu importe. Là, après la tortue, le billet de train. Parce qu'il n'y a pas de raison. Amélie, je la suis en enquête depuis 2012. Et en fait, donc c'est ceux que je suis en enquête depuis 2012. Et en fait, cette année-là, je leur demande de venir avec un objet, une trace d'objet, un élément qui pour eux a été marquant dans la construction de leur rapport à l'information. Et je me dis, je vais tester avec Amélie l'idée pour voir si ça fonctionne sur les 11 autres. Parce qu'Amélie, c'est un peu mon maître étalon. Enfin, si Amélie, elle a compris, les autres, en principe, je me dis, voilà. Amélie, elle a intégré Sciences Po par un dispositif d'ambition réussite, donc d'éducation prioritaire, et elle vient avec son billet de train. Là, je vous avoue, je me dis, bon, ça n'a pas marché, visiblement. Et en fait, si. Amélie, elle m'explique, ça, c'est mon billet de train Lens-Béthune. Enfin, Bruay-Béthune. Béthune-Lille. Et elle me dit, en fait, ce billet de train, il symbolise le passage de chez moi à Sciences Po. Elle me dit, moi, le dimanche, le week-end, quand je suis chez moi, elle a une sœur qui est... sa sœur jumelle est en bac pro esthétique. Elle dit, je regarde les reines du shopping avec ma sœur, je regarde France 3 Nord-Pas-de-Calais avec mes parents et tout ça. Puis elle dit, le dimanche soir, je rejoins Lille parce que le lendemain, il y a Sciences Po. Et elle dit, là, sur mon téléphone, France Culture, Arte, Le Monde, c'est mon quotidien pour y arriver. Et elle dit, moi, j'avais besoin d'une rupture dans le domaine de l'information si je voulais réussir. Elle nous montre bien, à travers cette mobilité géographique, une mobilité sociale, mais qui du coup est aussi une mobilité informationnelle nécessaire. Il a fallu qu'à un moment, Amélie, pour qu'elle s'en sorte, ou pour qu'elle y rentre, c'est ce que vous voulez, elle puisse identifier les ressources nécessaires dans son projet académique. Et ça, c'est clairement marqué socialement. Les enfants et les ados de milieux sociaux favorisés, ils citent des noms précis de ressources. Victoria, il citait Le Figaro. La petite, tout à l'heure, elle nous citait bien le Petit Libé, France Info, etc. Les enfants et les ados de milieux populaires, ils parlent de Facebook, de journaux, de radio, de télévision. Ils disent beaucoup moins les sources précises. Et ça, c'est un vrai élément de distinction. Et c'est nécessaire, évidemment, d'aller au-delà du dispositif et d'être capable d'entrer par la source, la connaissance, et là encore, de son environnement informationnel, pour espérer en faire, évidemment, derrière, un écosystème. Alors évidemment, ça suppose d'avoir du coup une culture, cartographier cet environnement qui est à ma disposition, être capable de réinvestir aussi les apprentissages informationnels, et ça va demander du temps long. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours garder espoir. Des fois, à la fin d'une séance, on se dit, il s'est rien passé, vous avez fait quelque chose. La dernière fois, il y avait une collègue en médiathèque qui me disait, tu vois, c'était pas exactement ce que je pensais et tout. Et en fait, 2-3 mois plus tard, je revois les gamins avec lesquels elle avait travaillé, c'est des gamins de CM1. Et puis là, ils me parlent de ce qu'ils avaient fait avec elle et que maintenant, ils font ça. J'ai dit, tu vois, toi, sur le moment, t'as pas eu l'impression d'une épiphanie, ok? N'empêche que là, en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça, il faut l'avoir en tête. Et pourquoi ? Parce que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir donner du sens social, en fait, à ces pratiques d'information. Pourquoi je vérifie l'information ? Pourquoi ça a du sens de faire une biblio ? Pourquoi ça a du sens d'aller voir différentes sources ? Ça, c'est quelque chose qui est pas forcément inné, en fait, et qu'on doit verbaliser et qu'on doit comprendre et démontrer finalement ensemble. Et c'est ainsi que notre Marie, qui tout à l'heure, rappelez-vous, elle nous disait, je fonctionne un peu à l'instinct, moi, pour évaluer l'information. Vous vous souvenez de Marie, du coup ? Donc, on était en septembre, au moment où elle disait ça. Là, notre Marie, donc il y a 15 jours, on refait un entretien suite au projet qu'on a mené sur la culture des sources avec le professeur documentaliste que vous avez entendu et d'autres enseignants. Et là, vous avez le sentiment que ce travail-là, il a changé quelque chose dans votre rapport à l'information, aux médias, tout ça ? Je pense qu'on fait un peu plus attention
à ce qui est sûr et ce qui est moins sûr. Et je pense que même quand... par exemple, moi je fais option droit à côté, et je sais que quand on fait... par exemple, il y a pas longtemps, on devait faire un plaidoyer, et on devait aussi chercher des informations sur Internet, etc. Et je sais que, du coup, on se dirige directement vers des sites plus fiables comme Universalis ou des trucs où on sait que c'est sûr, sans chercher sur Google et se dire « Ah, peut-être que ça c'est sûr, peut-être que ça c'est pas sûr. » Et je pense qu'on doute un peu moins dans nos recherches. C'est pas mal comme évolution. On n'est pas que sur du déclaratif, c'est-à-dire qu'on a refait le baromètre dont je vous ai parlé, celui de septembre, on l'a refait là il y a 15 jours, et effectivement, est arrivé dans le baromètre de Marie, l'Universalis, Percé, qu'elle a découvert par aussi les enseignants, Légifrance, donc un certain nombre de ressources qui vont servir son projet professionnel. Alors, conclusion, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, hein, ça c'est les Shadocks, ça reste une philosophie qui fonctionne bien, je trouve, quand on fait de la médiation. En conclusion, mais c'est une évidence pour récapituler, hein, leurs pratiques informationnelles, elles sont très plurielles, vous avez vu, et je pense très dignes d'intérêt. Et même la tortue de Nina, elle va bien, sa tortue, d'ailleurs, je vous le dis, elle va bien. Non, c'est vrai. Elle a envoyé une photo il n'y a pas longtemps, sa tortue va bien. Donc voilà. Par contre, elle grossit pas, mais en fait, sa mère, elle lui a acheté une petite tortue. Donc elle n'arrête pas de dire, mais pourtant je la nourris. Non, mais je crois que c'est normal, donc... elle va faire une tortue obèse parce que la tortue, voilà. Voilà. Donc les pratiques informationnelles, elles participent aussi des sociabilités familiales, juvéniles. Elles reflètent des inégalités sociales, c'est des pratiques culturelles et en ça c'est essentiel qu'il y ait des médiations par différents types d'acteurs. Et parce qu'il faut faire par toutes les entrées possibles, en fait, cette lutte pour, évidemment, éviter ces inégalités sociales. Et puis, cultiver le plaisir, la chance de s'informer, c'est aussi une condition du vivre ensemble. Ils l'ont bien compris à la fin de ce projet, notamment nos terminales. Melvin, en santé sociale, qui vraiment n'en avait rien à foutre, hein, on va être très clair, d'évaluer l'information. Il me disait comme ça, il me disait, oh, moi, je m'en fous, je prends. D'accord. Et bien là, maintenant, il me dit, on va pas raconter n'importe quoi aux patients. Après, ils auront plus confiance en nous. On doit s'informer sur des sources fiables. Melvin, il se projette dans un avenir professionnel en tant que soignant, hein, et ce projet-là lui a permis de se dire, ok, je vais faire attention. Et Melvin, je peux vous dire que Thibaut, il fait partie de ceux qui ont fait baisser Thibaut InShape de façon incroyable dans le baromètre. C'était pas forcément notre but, hein, mais Thibaut InShape a dégringolé. Et finalement, on n'est pas complètement mécontent. Voilà, on n'est pas complètement mécontent. Et la conclusion pour Romane, qui elle est en terminale générale. Pour moi, me divertir, je peux très bien tomber sur un truc comme ça pour s'informer qui m'intéresse et hop. Et pour toi, c'est du divertissement. Ouais. Puis après, du coup, je rentre ça dans une petite discussion de famille, hop. Ouais, tu savais pas quoi. Tu lances ton truc, ils font comment tu sais. Et là, tu flexes un peu. Non, c'est que de la découverte, mais c'est bien d'avoir ça parce que ça crée vraiment. En fait, je trouve que c'est important de créer des discussions et des débats comme ça en famille parce que c'est comme ça que les gens ils s'ouvrent d'esprit au final et qu'ils restent pas bloqués dans leur truc comme tu disais tout à l'heure. Je trouve ça important. L'information, du coup, ça aide à discuter en famille. Ouais. Je trouve que ouais. Parce que sinon, si personne ne s'informerait, tout le monde dirait n'importe quoi, déjà. Et ça bloque, je trouve, de rien savoir. C'est un blocage dans la vie. Si on est avec des gens qui s'informent et que toi, tu ne t'informes pas, que tu es à l'ouest, tu vas être mis à l'écart, en fait, socialement, au final. Ça crée un gros tremplin, quoi, je trouve. Donc, voilà. Merci. Voilà, c'est tout. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.